Bienvenue pour cette dernière séance 2024-25 du séminaire Innover en management du Cercle de l'innovation. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Sophie Hoge, professeure à l'École des mines de Paris, Mines Paris PSL, comme on dit aujourd'hui. Et Sophie, tu vas nous parler de patrimoine industriel. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je te laisse te présenter plus en détail si tu le souhaites, notamment par rapport à tes responsabilités, la chaire FIT 2 et ce contexte qui du coup justifie encore plus ton intervention aujourd'hui. Je précise que Sophie est aussi chercheuse associée au Cercle de l'innovation. Donc c'est d'autant plus agréable de t'avoir aujourd'hui. Voilà, je te passe la parole. Et si tu souhaites qu'il y ait des petites séquences questions au fur et à mesure de ton exposé, comme tu l'as suggéré, n'hésite pas à dire là, c'est peut-être le moment, et puis de faire une petite séquence. Hein. On te laisse gérer ça. Ça marche. Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup de cette invitation à plusieurs titres. D'abord parce que, comme tu le soulignais, je suis dans le cercle de l'Inno depuis pas mal d'années et je me rendais compte en préparant la séance que ça faisait longtemps que j'étais pas venue me soumettre à vos regards acérés, à vos questions, à vos réactions. Et c'est toujours un espace pour moi très stimulant. Parce que je regardais ce que j'avais présenté précédemment ici et ça a toujours été des travaux en cours et du coup à des moments où la discussion elle est très générative. Et donc un grand merci pour cette invitation. Tu sais que c'est des sujets qui me tiennent à cœur depuis très longtemps, depuis plusieurs années, mais c'est la première fois que je vais faire une conférence publique sur mon apprentissage sur différents cas que j'ai étudiés ces dernières années, qui posent la question du patrimoine industriel. Alors juste pour me présenter, moi je suis chercheur à l'École des mines de Paris, au Centre de gestion scientifique, et je travaille sur les questions de comment on peut avoir des outils de gestion de la performance des transformations, que ce soit des outils de la performance de l'innovation, la performance de l'innovation produit, business model, mais aussi de l'innovation organisationnelle. Et ces dernières années, j'ai été amené à beaucoup étudier des questions de transformation des usines, des systèmes productifs face aux transitions. Et donc, c'est ce qui m'a amené, entre autres, à développer une réflexion et des travaux spécifiques autour du rôle du patrimoine industriel. Après, comme le soulignait Albert, en fait, moi, donc au niveau de ma trajectoire, hein, je viens de l'équipe en conception, en sciences de l'ingénieur et en théorie de la conception du Centre de gestion scientifique. Et il y a maintenant presque 2 ans, j'ai eu la proposition de reprendre la chaire sur le travail de l'École des mines de Paris, qui avait été créée par Thierry Veil en 2018. Et donc, en fait, c'est un chantier qui se fait pas en 2 jours, de reprendre une chaire aussi importante à l'école, donc qui s'appelle Futur de l'industrie et du travail, et dont on a repris la direction officiellement avec Cédric Dalmasso au 1er janvier dernier. Et donc, qui est une chaire qui pose la question des futurs du travail et de la façon dont l'industrie a une interaction avec la définition sociale du travail, à la fois par l'ensemble des gens qu'elle mobilise, mais aussi par son impact sur la totalité de la société et des autres travailleurs. Et donc en fait, c'est aujourd'hui un nouveau challenge qui s'ouvre à moi, mais que je situe vraiment dans la continuité de mes travaux, puisque comme je vous le disais, en fait, moi je travaille sur la question de la valeur, de la performance, et donc la question de qu'est-ce qui fait un travail désirable et qu'est-ce qui fait une action collective désirable est au cœur de mon travail de recherche depuis le début, et en particulier de qu'est-ce que ça veut dire avoir à la fois une compréhension de qu'est-ce que c'est un travail désirable, mais aussi des outils de gestion de ça. Et en particulier, pour tous les chefs d'équipe, managers, dirigeants qui souhaitent avoir un management responsable, et ça veut dire quoi? Être capable d'avoir un pilotage précis, utile pour les collaborateurs, de ce qui fait leur épanouissement au travail, de ce qui fait une bonne qualité du travail. Et donc voilà, ça c'est l'interaction sciences technologiques et sciences techniques et société qui est très forte sur ces questions-là. Voilà, ça c'est juste pour la petite intro. Aujourd'hui, en fait, comme je vous le disais, je vais vous parler plutôt de patrimoine industriel de différentes façons. C'est-à-dire que mon objectif aujourd'hui, il est à la fois de revenir sur cette notion qui est une notion qui revient énormément en management de l'innovation.
qui apparaît comme étant nouvelle en management de l'innovation, alors qu'elle l'est pas du tout pour tout un tas de disciplines. Et donc, en fait, bonjour. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'était à la fois de revenir cette notion d'où elle vient et en fait quelle généalogie elle a, c'est-à-dire que quand on la prend en sciences de gestion, quand on la prend en management de l'inno, en fait, on prend pas des termes neutres, on prend des termes qui ont des histoires, des concepts qui ont déjà des organisations sociales sur qu'est-ce que ça veut dire piloter, conserver un patrimoine industriel. Et donc, c'est d'abord ça que je voulais discuter avec vous, c'est quand on parle de patrimoine industriel dans les entreprises, qu'est-ce qu'on importe symboliquement, quels sont les imaginaires qu'on a autour de ça, et après vous présenter des travaux, les principaux résultats que j'ai de travaux que j'ai menés avec des entreprises et des institutions qui revendiquent un patrimoine industriel. Donc pour commencer, en fait, c'est quand on se pose la question des patrimoines industriels aujourd'hui, c'est principalement face aux transitions. Face aux transitions digitales, transition numérique globalement, face aux transitions environnementales et aussi face aux transitions démographiques. D'accord, parce que on est dans certaines entreprises avec des départs à la retraite qui vont être massifs dans les 10 prochaines années, et donc la question de comment le patrimoine va être en capacité de réagir à ça est une question centrale. Et en fait, quand on commence à parler de patrimoine industriel, et d'innovation en même temps, c'est que généralement ça renvoie à deux grands dilemmes stratégiques. C'est est-ce que on doit plutôt favoriser une stratégie de robustesse des savoir-faire de notre collectif, ou plutôt une efficacité du système productif. Ceux qui lisent, il y a les travaux d'Amand en ce moment qui sont très médiatisés autour du conflit robustesse-performance, qui seraient deux stratégies à opposer. Et donc on est dans ce débat-là. Moi, je vais pas opposer performance à robustesse parce que mes travaux m'empêchent de faire ça, mais c'est plutôt robustesse versus efficacité du système productif. Et on a une autre question qui est là très politique, et il suffit d'ouvrir n'importe quel journal pour comprendre que c'est très lié aux questions de compétitivité, de souveraineté. Et donc il y a vraiment cette question de est-ce que la compétitivité future des territoires, des entreprises, des filières, est-ce qu'elle sera le fruit de savoir-faire accumulés et dont on a pris le temps de les organiser, de les rendre cohérents, ou est-ce qu'on est plutôt sur la question d'une dynamique des savoir-faire sans cesse renouvelée, et que c'est ça qui va nous permettre d'être toujours en avant des enjeux de compétition, et donc d'être les pionniers de la compétitivité. Je vous ai mis volontairement 3 images qui résument assez bien pour moi aujourd'hui ce que les gens ont en tête quand ils pensent ces dilemmes-là. Il y a à la fois les fleurons de l'artisanat français, tous les objets qui sont sur cette image du Made in France sont quasiment tous faits selon des logiques qu'on appellerait aujourd'hui d'artisanat industriel. On n'est pas sur de la toute petite série d'artisanat de métiers d'art, mais on est plutôt sur des objets qui ont quand même des séries de petites productions, moyennes productions, et où en fait il y a des logiques industrielles qui sont utilisées dans ces ateliers de fabrication. Au centre, vous avez plutôt... alors là, on est dans le monde de la micromécanique, et vous avez en fait un hall d'usinage numérique. Donc on est plutôt sur de la technologie de la micromécanique avec une image assez moderne. J'ai pas poussé le trait, j'aurais pu vous mettre une image où il n'y a plus du tout d'être humain. Là, on est sur une usine moderne où il y a encore des gens dans l'usine en contrôle et en chargement, validation des opérations. Et celui-là, peut-être vous le reconnaissez, c'est un territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le Champenois, et où on est en fait sur une façon de produire le vin qui est extrêmement décrite, contrôlée, protégée. Il y a des AOC, AOP, et il y a effectivement cette logique de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis maintenant plus de 10 ans.
Moi, les cas dont je vais vous parler, c'est des cas que j'ai étudiés avec des collègues, qui sont des cas d'industrie, d'organisation industrielle face aux transitions. Il y en a 5 que je connais vraiment très bien, c'est ceux qui sont ici. La question de la robotisation de l'assemblage aéronautique, qu'on a travaillé avec Airbus depuis 2011-2012 avec Kevin Levillain. La question de la façon dont la préservation de races locales dans certains territoires permet à des éleveurs de surmonter des aléas climatiques ou la modification des conditions d'élevage face au changement climatique. Donc là, des travaux que je travaille avec ma collègue Julie Labattude de l'INRAE. On a travaillé en particulier les races basques, les races de brebis basques et les races créoles. La question de l'industrialisation ultra digitalisée, ultra connectée, donc dite 4.0 de l'horlogerie à complication, où là je travaille plutôt avec Cédric Dalmasso, Kevin Levillain et Justine Ressac, qui est en fin de thèse actuellement chez Audemars Piguet. Il a aussi un terrain longitudinal. Donc là, ces 3 terrains-là, Airbus, on a commencé donc 2011-2012, l'INRAE, les races basques dès 2011, l'industrialisation 2016, avec l'horlogerie. Et les 2 derniers terrains sont des terrains plus récents, avec une grande entreprise française du luxe sur la durabilité des matières nobles. Et où là, j'ai aussi un doctorant avec lequel on collabore, Nicolas Ricci. Et enfin, la question de comment la recherche génétique à l'INRAE, qui a historiquement découplé la recherche sur la faune de la recherche sur la flore, aujourd'hui cherche à recréer collectif commun pour développer les enjeux d'agroécologie, et où les synergies entre les végétaux et les animaux sont au cœur de la possibilité à affronter les transitions environnementales et sociales, puisque là, le but est quand même de nourrir la population et d'assurer des revenus acceptables pour les agriculteurs. Donc on est sur un enjeu qui questionne la place des chercheurs et la place de la science à l'INRAE face à l'agroécologie. Voilà. Donc vous pouvez vous dire ces 5 terrains sont très différents. Pour moi, ils ont plusieurs choses en commun. La première, c'est que ce sont des acteurs très innovants. Je pense que ça, vous allez tous être d'accord. Ils ont un autre point commun, c'est celui d'être fiers du patrimoine culturel de leur métier. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille avec eux. Tout le monde n'est pas fier du patrimoine culturel de son métier, de son organisation. Là, les 5 cas que j'ai envie de vous dire partagent cette fierté-là. Ils y associent pas forcément tous la même chose dans les organisations, mais ils partagent ça à l'échelle des organisations, depuis les opérationnels jusqu'aux dirigeants des institutions. Qu'est-ce qu'on appelle un patrimoine culturel ? C'est une construction sociale. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on peut tracer, qu'on peut modéliser, qu'on peut retrouver. Et donc c'est un mouvement qui est porté par des institutions ou des groupes d'individus qui vont décider de distinguer et de protéger un objet, matériel ou immatériel, en fonction de critères par nature hétérogènes et évolutifs, mais qui vont principalement cibler l'esthétique de l'objet et son importance historique. Typiquement, quand on a travaillé avec les éleveurs basques, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui fait une belle brebis. Ce qui, pour l'INRAE et les généticiens, correspond au standard de la race, où on a des instruments de gestion très développés pour caractériser c'est quoi une belle brebis en fonction de ses caractéristiques morphologiques. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose dont donc voilà, vous voyez la suite de la définition, un classique du patrimoine culturel, dont les arguments sont issus d'histoires politiques, religieuses, sociales ou techniques. Voilà. L'autre point commun de ces 5 cas, c'est qu'on est sur des organisations, des savoirs et des savoir-faire qui sont très présentes et collectives pour justement mettre en œuvre des dynamiques organisées et d'apprentissage et de renforcement des savoirs tout au long de la carrière professionnelle et de leur transmission. Et donc on est sur des organisations où il y a beaucoup de formations tout au long de la vie et des structures très organisées de la formation initiale des acteurs. Et enfin, ils partagent aussi le fait d'être tous sur des réseaux professionnels très denses. Il n'y a même dans l'horlogerie, là, je ne vais pas parler d'horlogers indépendants qui font la totalité de la montre même. Je vais parler d'organisation de
la complication horlogère, où il y a plus d'une centaine de personnes qui vont intervenir sur le même objet pour le produire, et où on va avoir donc une séparation des tâches productives et de leurs conditions d'existence dans des métiers qui sont connus, répertoriés, distincts, avec des structures techniques, avec des structures d'expertise, de montée en compétences, de caractérisation de la complexité et des écosystèmes techniques. Je pourrais vous faire la même distinction sur les 5 cas. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a cette question de comment se caractérisent ces acteurs, à la fois une dimension socio-technique très forte, et des instruments de gestion déjà très présents, très développés, pour caractériser à la fois les savoir-faire mis en place, les techniques et les technologies utilisées, et leurs organisations, c'est-à-dire qui intervient à quel moment, qui est responsable de quoi. Tous les acteurs qu'on a rencontrés dans ces cas-là vont partager quelque chose qui n'est pas réactif face aux transitions, contrairement à d'autres terrains sur lesquels j'ai pu travailler, mais plutôt une vraie volonté d'être proactif et de s'organiser pour innover en maîtrisant l'impact des transformations qu'ils vont devoir mettre en œuvre pour les transitions, qu'elles soient digitales, environnementales et sociales, pour comprendre les impacts sur leurs activités et leurs collectifs. Et donc là, on est sur des acteurs où, là aussi, des propriétés qui permettent la recherche, puisqu'on est dans une volonté d'innovation qui est partagée par les acteurs. Il y a une autre chose qui les caractérise, c'est qu'ils se présentent toujours comme porteurs d'une double responsabilité, à la fois, donc là qui est très patrimonial, qui est qu'ils ont reçu quelque chose qu'ils veulent transmettre et que cette responsabilité leur impose de respecter les savoirs reçus et les capacités reçues, mais aussi une responsabilité à transmettre des savoirs et des capacités renforcées par rapport à celles qu'ils ont reçues. Quand on commence la recherche, renforcée, ça ne veut pas dire grand-chose, ça va être un des enjeux, justement, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Mais en gros, ces acteurs-là, par rapport au dilemme que je vous disais en entrée, nous, on échange avec eux au début sur des questions qui sont, en gros, quel pilotage de l'innovation on peut mettre en place pour lier accumulation des savoir-faire et renouvellement, plutôt que d'opposer d'une stratégie qui ferait l'un ou l'autre, et en même temps, comment on fait pour avoir un management de l'innovation qui, là aussi, lie robustesse et efficacité, plutôt que d'opposer les deux comme étant des stratégies exclusives. J'ai un petit problème d'animation. Il faut avoir en tête que transition, aujourd'hui, on commence à connaître quand même pas mal de choses sur ce mot, quoi. C'est la façon dont les acteurs dont je viens de vous parler peuvent donner l'impression que transition est un objet énorme qui va les écraser. Aujourd'hui, il y a une représentation assez partagée de c'est quoi l'enjeu et les difficultés qu'il y a pour ces acteurs-là face aux transitions. Et en fait, c'est plusieurs choses. Alors là, la thèse de Marie-Alix Deval nous a beaucoup aidé à comprendre ces choses-là parce qu'elle a regardé la façon dont les ingénieries sont exposées à des inconnus spécifiques à surmonter dans les questions de transition. Et en fait, ce qu'elle montre en particulier, c'est qu'il y a une injonction qui est diverse en fait. C'est plusieurs injonctions qui tapent en fait sur l'organisation au même moment et qui viennent de l'extérieur de l'organisation. Là où l'entreprise a plutôt eu l'habitude de s'organiser pour être à l'origine de ces transformations, là il y a une injonction à la transformation et à l'intégration de nouvelles capacités. Une transformation qui passe en particulier par une transformation des savoirs. C'est tout un tas de nouveaux savoirs qu'il faut intégrer dans les organisations avec des nouvelles formes d'apprentissage collectif. Donc Marie-Alix, elle a appelé ça ces process de désirabilisation, d'endogénéisation de tout un tas de nouveaux savoirs. Mais c'est aussi des nouvelles façons d'être exposé à ces savoirs. Ça, c'est des choses que vous voyez en permanence quand on parle des transitions digitales des systèmes de production. On voit tout un tas de façons de parler de l'homme augmenté ou de l'entreprise connectée sous toutes ses formes, où on va avoir les sens augmentés, on va avoir tout ce qui est vision head-off display, c'est tout ce qui est vision tête haute. Donc imaginez, tous ceux qui portent des lunettes, vous avez de l'info en plus, tous ceux qui n'en portent pas, sachez que vous en porterez bientôt. Voilà. Et donc c'est toute cette vague très technologique, IA générative qui répond à toutes les questions de tout le monde à tout moment dans l'organisation, tout ce qui est formation immersive par la réalité augmentée et tout un tas de choses. Mais c'est aussi un autre
courant qui est plutôt associé à la révolution affective des organisations, où on va avoir un enjeu aussi de considérer que l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle est un canal d'information extrêmement important de caractérisation de la transformation des organisations face aux transitions. Il y a aussi toute la structure du low-tech, les questions d'Hartmut Rosa sur qu'est-ce qui fait résonance d'un individu dans une société. Bref, tous ces courants sur qu'est-ce qui va être une information utile au travail sont extrêmement liés à toujours la même chose, qui est un déconfinement complet des ressources cognitives et sociales hors des périmètres de gestion de l'entreprise. Hors des périmètres de gestion classiques, historiques de l'entreprise. C'est d'un seul coup, on va avoir tout un tas de nouvelles infos, de nouvelles façons de faire rentrer ces infos. On a aussi des nouvelles représentations de la responsabilité de l'entreprise. Le scope 4, qui étend bien au-delà des périmètres historiques de la responsabilité environnementale de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va appeler un approvisionnement responsable, des achats responsables, donc la façon dont l'entreprise doit, bien au-delà de son périmètre, savoir d'où viennent ses ressources et comment elles sont mobilisées. Il y a tout un tas de débats qui sont très très présents quand on parle de transition sur la place de l'homme. La place de l'homme dans l'organisation par rapport à la machine. Et donc un homme qui lui apporte une sensibilité là où la machine apporte une fiabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire de discuter de ce déplacement? Là aussi, on déconfine le périmètre de gestion historique de l'entreprise. Ce n'était pas un des objets classiques. Et donc ça va poser, donc vous me voyez venir, toutes ces technos, cette normalisation aussi RSE. Donc là on voit arriver des substrats techniques très forts qui vont bousculer les périmètres historiques de la construction pilotée, stratégique dans les organisations, des savoir-faire et des réseaux industriels. Et donc, ça va poser trois grandes questions. La première, c'est avec qui on fait ça? Et en fait, aujourd'hui, on a un renouvellement massif. Je suis désolée, j'aurais dû plus animer. Je vous avais dit que ça allait être dense. On a un renouvellement très fort des outils industriels, très techno-push. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. C'est que même des acteurs qui ont plus de 100 ans d'histoire industrielle sont aujourd'hui bombardés de propositions technologiques qui arrivent par des prestataires externes. Et en fait, ça touche tout. Ça va de l'ERP à qui va faire la maintenance même de la plus petite machine-outil, qui va concevoir l'établi ergonomique, qui va mettre le bon logiciel d'IA génératif pour vos assistants administratifs et qui va vous proposer la dernière technologie immersive pour que vos ingénieurs soient en capacité de bien penser la transformation de leurs produits et de mieux se coordonner en ayant des formations immersives. Bref, vous discutez avec n'importe quel cadre supérieur d'une entreprise, d'une ETI, ou même d'une PME, ils sont encore plus bombardés de propositions où ils n'ont pas en interne ni le temps ni les compétences pour être capables de prioriser et de savoir qu'est-ce qu'ils doivent stratégiquement pour garder une souveraineté, une indépendance, garder dans leur périmètre internalisé versus toute la proposition externe. Et en fait, il faut avoir en tête que ce bombardement à la révolution des systèmes techniques, il y a le même qui est en parallèle sur l'élargissement des responsabilités des entreprises et des dirigeants sur la partie environnementale, sociale, où là aussi il y a tout un tas d'évaluations par des tiers et de propositions par des tiers. Donc on a vraiment ce bombardement très très fort où se pose la question de qu'est-ce qui relève encore de la gestion de l'entreprise et du périmètre des managers, du travailleur, quelle est sa valeur ajoutée. On parlait de sens au travail avec Lauriane. En fait, cette question du sens au travail, aujourd'hui, elle s'est jamais autant posée de la même façon, d'une certaine, pour le faire court, entre l'opérateur, le manager de proximité, le manager intermédiaire, le manager sup, le dirigeant et l'actionnaire. Voilà, ça c'est un des gros points que je voulais discuter avec vous. Et en fait, c'est surtout que du coup, ça amène à ce qu'on appelle une polarisation des imaginaires. Parce que d'un côté, tous ces tiers proposent des choses qui ont des vecteurs d'amélioration. Et donc, il y a tout un tas de promesses industrielles ultra stimulantes.
à la fois de gains en précision, de fiabilité, de réduction des facteurs humains, de rapidité d'exécution, d'amélioration de la satisfaction client, d'engagement au travail, de réduction de la pénibilité, de la protection des données, de la cybersécurité, et je pourrais continuer, ainsi de suite, de la réduction de l'impact environnemental, bien sûr, du fait que vous ne ferez plus travailler des enfants de par le monde, et ainsi de suite, quoi. Et donc, maîtrise des pollutions, des matières, enfin, bon, quoi, voilà. Il y a tout un tas de choses où pas une seule personne pourrait dire, on va pas le faire. C'est surtout une fois qu'on a l'information, on est responsable de ne pas l'avoir utilisée. Et donc, il y a un vrai enjeu à être capable, justement, de comprendre, en fait, quel est l'apport de toutes ces technologies, prescriptions, nouvelles normes environnementales et ainsi de suite. Et en même temps, et c'est pour ça qu'on est dans une polarisation des imaginaires, des inquiétudes et des angoisses même dans certains métiers, dans certaines positions professionnelles, qui montrent qu'il y a une inquiétude hyper élevée de qu'est-ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on y perd là ? Est-ce qu'on perd des ressources techniques ? Est-ce qu'on va perdre des ressources humaines ? Est-ce qu'on va perdre de l'autonomie stratégique ? Et ça va prendre tout un tas de vocabulaire autour de la préservation des savoir-faire, de l'emploi, de la qualité du travail. On parle beaucoup, nous, dans la chaire, de tout ce qui est attractivité de l'organisation. Donc, qui va renvoyer plutôt aux notions d'autonomie, de la liberté d'entreprendre, et ce genre de choses, où aujourd'hui, toutes ces prescriptions posent question. Et en fait, c'est ce qui nous a amené à avoir une question, donc là, avec tout un tas de collègues que je vous ai présentés en introduction, sur comment la mobilisation du patrimoine industriel peut servir à maîtriser l'impact des transitions sur la qualité du travail en entreprise, en organisation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Là, je vous ai expliqué pourquoi on travaille ça. Vous avez le droit de me dire non, je continue encore un peu. Je crois que tu peux continuer encore un peu. Allez. Alors, du coup, c'est le prochain volet, là, c'est justement pour vous dire, cet objet de gestion, on a bien compris qu'il devient central, mais qu'est-ce qu'il amène ? Il faut avoir en tête que le patrimoine industriel, c'est pas une notion neuve, et donc c'est une notion qui vient des travaux sur l'archéologie industrielle. C'est quelque chose qui est né après la Seconde Guerre mondiale, d'une volonté d'un ensemble d'historiens, et en particulier de Doma, qui a vraiment organisé tout un tas de travaux sur l'histoire des techniques, sur qu'est-ce que ça veut dire faire de l'histoire des techniques. Et donc, c'est aussi tout un travail sur quelles sont les méthodes pour étudier le lien entre production et le lieu de production et les objets de production. Et donc, cette archéologie industrielle, historiquement, elle s'est plutôt intéressée aux zones désaffectées, aux lieux spectaculaires et ainsi de suite. Et donc, on est plutôt sur la création d'un concept en France autour de vraiment d'un secteur de recherche qu'on appelait l'archéologie industrielle, qui va s'intéresser aux zones qu'on oublie. Donc les zones rurales, les zones proto-industrielles, les sites désaffectés, ce genre de choses. Et en fait, c'est suite à plutôt des mouvements internationaux, et en particulier, c'est un concept qui vient plutôt des États-Unis, qu'on va avoir la notion de patrimoine industriel au début des années 80, avec en fait une volonté de politique publique d'organisation en fait de la préservation de ce qui fait l'histoire des techniques et du travail technique. Et donc en fait, là, il va y avoir un élargissement des objets étudiés, où on va avoir vraiment les patrimoines techniques sur le temps long. On va aussi se poser la question de comment on conserve, comprend les sites qui ont été reconvertis. Donc, qui sont toujours utilisés, mais où du coup, il y a eu une forme d'effacement pour une conversion. Et les territoires industriels. Il faut avoir en tête que ça amène à la fois à élargir ce qu'on va regarder, c'est-à-dire que c'est plus juste les sites et le matériel de production, mais ça va être aussi l'ensemble des infrastructures sociales ayant permis le travail. Donc tout ce qui a été créé pour assurer à la fois pour assurer les conditions de vie des salariés qui font l'activité productive. Et c'est aussi toutes les collections d'objets scientifiques et techniques qui ont été constitués par cette histoire industrielle et les paysages associés. Et en fait, il faut avoir en tête que là, ça amène du coup un élargissement transdisciplinaire extrêmement fort, puisque
ça va s'ouvrir à des économistes, à des sociologues du travail, à des urbanistes et à tout un tas de professions des géographes sur qu'est-ce que ça veut dire caractériser un paysage industriel. Et généralement, vous connaissez tous celui-là, qui est le premier territoire français qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO comme patrimoine industriel, qui est celui du territoire minier du Nord-Pas-de-Calais en 2012. Mais il faut avoir en tête que dès 83 en France, il y a une reconnaissance institutionnelle par le gouvernement du fait qu'il s'agit d'une ressource culturelle spécifique à laquelle on ne peut pas appliquer les critères habituels de classement des monuments historiques, qui sont issus des traditions des beaux-arts. Et donc, en fait, il va y avoir une section dédiée pour développer des critères de qu'est-ce qui fait patrimoine industriel et qui va permettre une organisation qui amènera plus tard au classement, donc au patrimoine mondial de l'UNESCO, des sites miniers, mais aussi des sites vinicoles en Champenois et en Bourgogne. Il faut avoir en tête que cette organisation pluridisciplinaire, elle va travailler une notion qui est extrêmement développée autour de l'étude des patrimoines industriels. C'est un concept qui s'appelle la patrimonialisation. Qu'est-ce que c'est la patrimonialisation? C'est le fait de dire conserver une histoire du travail passé, c'est lui porter un regard d'aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que, en fait, c'est un concept qui va permettre de décrire tout un tas d'activités collective, que nous on appelle l'activité de gestion du patrimoine, donc que ce soit la préservation, la protection par la labellisation, le développement en fait des sites industriels, associé à qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on considère que ce patrimoine historique a de la valeur. Donc il faut bien avoir en tête que la patrimonialisation, c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à un patrimoine du passé. Et faisant ça, on sélectionne ce qui nous intéresse dans le patrimoine du passé au regard des valeurs contemporaines. Et ça va amener deux logiques de patrimonialisation assez différentes. Celle, justement, de l'UNESCO, où on va avoir des actifs industriels qu'on va figer pour la mémoire. Mais qu'on va volontairement figer pour la mémoire, parce que c'est dans la valeur d'aujourd'hui, il est nécessaire de montrer qu'il faut l'arrêter. Et donc ça, je vous ai remis encore là le bassin minier, mais sous un nouvel angle. Pour ceux qui ne sont pas allés, comme ça, vous tournez autour du bâtiment qui est le plus symbolique de ce territoire. Et avec vraiment cette logique que quand on considère que ça fait partie du patrimoine, en fait, ça nous apprend beaucoup sur qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui du métier, de ses professions, de ses forces ou de ses faiblesses en fonction de ce qu'on cherche à transmettre aujourd'hui. Et il y a l'autre approche qui est plutôt celle des grands labels de Swissmade, Made in France et compagnie, qui est de dire en fait le patrimoine industriel, c'est la démonstration d'une histoire industrielle qui est dynamique, capacitante et ainsi de suite, qui a permis tout un tas de choses et où en fait là on va plutôt valoriser une richesse de variété, de capacité, de transformation et ainsi de suite. Donc ça, en sciences de gestion, ça a amené à deux cultures assez différentes. La première qui est plutôt basée justement sur le fait de conserver une image d'Épinal, si vous voulez, où en fait là c'est tout ce qui va amener à la littérature sur le développement territorial, sur le marketing territorial, sur l'alliance entre culture, art et industrie, et où vous allez avoir en particulier tout ce qui est musée d'entreprise, valorisation des districts industriels, des protectionnismes territoriaux, vraiment la carte du Made in France que je vous ai mis en intro, elle est dans cette logique-là. Et où on va avoir en fait tout un tas de modèles aujourd'hui qui nous permettent de comprendre comment se gère un patrimoine industriel selon cette logique-là, avec justement des régulations des parties prenantes, comment on régule le compagnonnage des acteurs parce qu'on peut avoir un patrimoine vivant stabilisé. Et donc on peut avoir des régulations du compagnonnage pour que la formation professionnelle renvoie à des classiques qui sont stabilisés et ainsi de suite. Et on a une énorme utilisation dans certaines industries à des fins marketing pour positionner de façon identitaire, territoriale, forte, des imaginaires chez les clients qui vont acheter les produits issus de ces patrimoines industriels encore vivants aujourd'hui et des façons de coordonner les parties prenantes industrielles. Donc Cap Ferrer, c'est un spécialiste de l'industrie du luxe et de l'utilisation du marketing
des valeurs identitaires dans les questions de luxe. Donc là, c'est plutôt la logique innovation vraiment par la stabilisation du patrimoine. À l'opposé, vous avez tous ceux qui vont justement être plutôt sur une valorisation du patrimoine industriel comme étant une ressource de créativité, comme étant une ressource de conception, une ressource de générativité. On a eu une thèse il y a quelques années au labo chez Dom Pérignon qui a travaillé justement cette notion de patrimoine de création, c'était Daniel Carvajal Pérez, sur cette notion justement que le patrimoine peut être de création. Et là aussi, en fait, c'est une façon de reprendre cette lignée historique sur Creative Heritage en se disant, bah ok, qu'est-ce que ça permet comme ressource cognitive pour penser des nouveaux objets d'une façon particulière. Et donc là, l'idée, c'est de se dire que le patrimoine industriel est un guide, est un support pour penser les enjeux opérationnels, productifs, conceptifs aujourd'hui. Et donc, il y a tout un tas de travaux, hein, même autour de, là je vous ai mis Caron, donc, qui est un des porteurs du classement à l'UNESCO du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, lui, ce qu'il montre, c'est à quel point la patrimonialisation et le travail de classement a permis la coordination d'un collectif de transition de la zone concernée justement par l'activité de patrimonialisation, de réflexion sur l'héritage, qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on veut en mettre en valeur, quelle logique de formation, de transmission dans les territoires. Et entre les deux, vous avez toute une littérature sur les gens qui essayent d'avoir une stratégie duale. En premier lieu dans l'agroalimentaire, avec les externalités positives de l'élevage, la façon dont l'élevage est une ressource sociale, territoriale, agroalimentaire, renvoyant à tout un tas de choses aussi sur la façon d'éduquer à l'alimentation. Bref, vous avez les travaux... Touzard est extrêmement connu, mais il y a une énorme littérature sur ça veut dire quoi faire les deux en même temps dans l'agroalimentaire. Il y a tous les travaux sur l'artisanat traditionnel et vous avez aussi donc deux autres grands champs de littérature autour de l'industrie du luxe, vous m'avez déjà entendu le dire, mais aussi tout ce qui est entreprise familiale et la gestion en fait d'entreprises dites patrimoniales au sens entrepreneurial. Et où là vous avez les familles qui sont encore propriétaires ou actionnaires de toute une partie du patrimoine industriel. Là, si vous reprenez justement les cas que j'ai, justement donc, que je vous ai présenté au début, ils sont tous là-dedans. Et volontairement, en fait. C'est une de nos clés d'entrée pour choisir nos terrains. Je peux faire une autre pause ici, sinon je vous explique comment on a travaillé avec les terrains avant de rentrer dans les résultats. Ouais. Alors attends, faut que tu parles dans le micro pour l'audio. Au-delà de ce que tu as dit, moi, il y avait quelque chose. Là, quelque chose où les gens finalement le savaient, mais le travail autour de la patrimonialisation et ce que tu disais auparavant sur les savoir-faire. Or, ça pose quand même la question sur le reste des autres entreprises. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu as abordé cette question d'autres entreprises qui ont eu un passé glorieux et qui ne sont plus du tout fiers parce que justement la technologie galopante qu'on fournit explose tous les collectifs, on ne voit plus les savoir-faire et il y a quelque chose autour de ça qui me laisse penser, je me trompe peut-être, que ce que tu dis là aurait une valeur aussi pour d'autres entreprises, même si là on a l'exemple de quelque chose où on est dans la maîtrise. Pour les autres, c'est retrouver un ferment de fierté ou de quelque chose comme ça. Alors, en fait, merci pour la question, parce que là, pour moi, il y a deux façons d'y répondre. Il y a une première qui est sur justement l'histoire des patrimoines industriels. En fait, ce qu'on voit, c'est que il y a eu une lame de fond quand même, qui est celle de la création des musées des entreprises, qui a été après suivie par une deuxième lame de fond, qui est celle d'ouverture des usines et des sites productifs, où il y a eu des journées de l'industrie qui ont été créées, comme les journées du patrimoine et ainsi de suite, où il y a eu énormément d'ouverture des sites pour inviter les familles à venir, pour inviter tout un tas de gens à découvrir les lieux de travail, pour essayer de dédiaboliser déjà qu'est-ce que c'est que le travail industriel, qu'est-ce que c'est qu'un site industriel et ainsi de suite. Donc il y a eu je pense qu'il ne faut pas dire que les entreprises
autres n'ont pas eu un travail de patrimonialisation. Et en plus, alors depuis la crise économique des années 2007-2008, il y a un vrai effort de toutes les entreprises pour se réinscrire dans une logique de territorialité, de souveraineté, de réarmement moral de l'entreprise, et donc d'avoir une vraie logique d'essayer de comprendre de quoi on est fier chez nous et de quelle façon, et ainsi de suite. Donc là, les cas dont je viens de parler, leur spécificité, c'est vraiment d'avoir un alignement des fiertés. D'accord ? Et donc ça, c'est ma première réponse, elle est vraiment là-dessus, c'est tout le monde a des activités de patrimonialisation, plus ou moins institutionnalisées, mais dans les grandes entreprises et dans les grandes institutions, il y a vraiment des efforts d'ouverture sur la société. Je pense que le musée du management ici en est un très très bon exemple de logique institutionnelle. Il y a eu un soutien de l'université à ce projet qui était porté par des chercheurs pour aussi ouvrir à l'intérieur d'un métier et ainsi de suite. Donc, et de son histoire et de sa généalogie. Ma première réponse, c'est celle-là. Les cas que je montre sont des cas extrêmes, mais d'une réalité qui est plus large. D'accord ? La deuxième réponse, c'est que les cas que j'ai choisis sont des cas d'alignement. C'est ce que je commençais à dire. Si je prends une entreprise comme... alors la SNCF, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a un alignement sur les imaginaires ferroviaires quand même, qui est très très partagé dans l'organisation. Mais il y a quand même une vraie diversité de ce qui va faire fierté à la taille de l'entreprise et ainsi de suite. Là, les organisations dont j'ai parlé, elles ont des sortes de troncs communs des valeurs qui sont partagés depuis l'ouvrier jusqu'aux actionnaires. Et c'est un des choix que j'ai fait, là, méthodologique, parce que ce que j'ai en tête, c'est que pour moi, il préfigure des formes d'action collective dans les autres organisations. Et à chaque fois que je travaille avec ces acteurs-là, je leur dis, je suis là, moi, pour bosser avec vous, parce que ce qu'on est en train d'apprendre avec vous, ça va être utile à toutes les organisations sur la façon de faire face aux transitions et la façon de s'armer en tant que collectif pour avoir des valeurs qu'on partage sur, même si tout bouge, même si on est dans des formes d'inconnu, et ben, on a des valeurs identitaires qui fondent le fait qu'on a envie d'être ensemble dans cet avenir incertain. Et en fait, ça, j'y crois dur comme fer parce que j'ai tout un tas de terrains par ailleurs où quand on utilise les résultats qu'on a là avec eux, ça a des effets, ça attire vraiment des logiques de coordination qui sont spécifiques. Donc voilà, pour répondre à ta question, pour moi, il y a un continuum. Et je prends des cas extrêmes pour pouvoir après diffuser les résultats peut-être plus localement, plus voilà. Juste dans la foulée de la question de Dominique, Merci et beaucoup pour peut-être tu pourras répondre plus tard si c'est pas le moment dans l'exposé, mais est-ce qu'une forme de restauration de la fierté est une étape préliminaire à une sorte d'accompagnement ou de gestion correcte des transitions? Les exemples que tu as pris, effectivement, il y a une fierté qu'on partage, y compris socialement. Maintenant, il y a une fierté patrimoniale, industrielle dans l'extraction de pétrole, dans la fabrication de cigarettes, dans plein de domaines comme ça où c'est moins évident. Dans aussi, on pourrait dire, un patrimoine d'industrie administrative, on pourrait dire. Un certain nombre d'organismes ont des patrimoines, entre guillemets, industriels au sens weberien du terme, si j'ose dire, et c'est pas forcément reconnu comme patrimonial, du coup. Exactement. Alors là, tu touches à une notion qui est pour moi centrale dans le travail, c'est qu'on manipule tout un tas de termes, comme je l'ai dit, qui sont pas dans l'histoire de la gestion. Et donc, la fierté, avoir un indicateur sur la fierté, il faut qu'on y réfléchisse un peu sur là, si je veux vous faire passer un petit questionnaire sur votre fierté au travail, aujourd'hui, c'est pas un mot facile à manipuler. Nous, l'approche, alors moi, mon approche historique, ça a été mon approche personnelle, pardon. C'est de me dire, ok, qu'est-ce que les sciences de gestion ont à dire sur la désirabilité d'une transformation? La désirabilité, c'est un mot qui est fondé en sciences de l'ingénieur, en design, et où là, on sait dire, désirabilité, ça veut dire ça. Et donc, du coup, moi, je suis rentré par ça en me disant, écoutez, on va coder. Est-ce que votre innovation, elle est désirable? Et donc, si elle est désirable, il y a un lien à la fierté. En tout cas, ceux qui ont été capables de mettre en œuvre des innovations désirables, il y a un lien à la fierté. Lequel in progress. On a un autre chantier sur lequel on travaille beaucoup à la chaire, c'est l'épanouissement au travail. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est le bien-être au travail,
Il y a tout un tas d'outils qui existent, mais en fait, il y a très peu de capacité à lier bien-être au travail avec activité au travail, et encore plus transformation de l'activité au travail. Et donc c'est pour ça que nous on a volontairement, donc c'est la thèse de Justine Ressac qui est en train de se terminer là, sur comment on peut avoir un pilotage de l'impact des transformations industrielles sur l'épanouissement des collaborateurs dans les ateliers de production. Et donc là, on travaille on travaille sur le travail. On travaille sur la façon de lier ça entre je travaille sur, j'ai des activités productives qui vont mobiliser des savoir-faire, des compétences que j'ai acquises et ainsi de suite. Et parmi celles-là, il y en a que je considère aliénantes, il y en a que je considère épanouissantes. On a développé une méthodologie qui nous permet de coder ce que les gens considèrent comme épanouissant, comme aliénant. Et on est capable aujourd'hui de faire le lien avec la complexité des savoir-faire, l'organisation des tâches et le lien à la stratégie de plan produit. C'est un début de chantier. Déjà ça, c'est phénoménal. C'est-à-dire que là, c'est 3 ans de thèse qui s'appuient en réalité sur 3 ans de boulot qu'on avait fait avec Kevin Levillain et Cédric Dalmasso chez Audemars Piguet avant. Et en fait, on a réussi à lier ça d'un point de vue gestionnaire. Est-ce que c'est de la fierté ? Tous les gens avec qui on discute nous disent oui. En gestion, c'est pas solide. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Et même la notion d'épanouissement, on est en train de la construire, de proposer des outils de gestion pour les managers pour qu'ils puissent dire où est-ce qu'il y a ou non dynamique d'épanouissement au niveau individuel, au niveau collectif, les liens RH et ainsi de suite. Donc c'est pour répondre, et je pense que c'est important qu'on prenne le temps, parce que pour moi c'est vraiment un des gros résultats, je sais pas si j'aurai le temps d'en venir jusque-là, mais de se dire, en fait, ces questions-là font rentrer tout un tas de nouvelles notions dans les sciences de gestion qu'il faut fonder, qu'il faut définir, quels outils de gestion qu'il faut instruire, quoi. Et c'est à la fois hyper challengeant, mais c'est un boulevard pour les RH, les managers de proximité, la stratégie industrielle, et qui impose en plus un couplage entre stratégie d'entreprise et stratégie industrielle. Parce que quand on parle de patrimoine, on parle d'identité d'entreprise et de développement technique industriel. Donc merci pour la question, parce que là aussi, fierté... je prends des gens pour travailler sur ces questions-là. Ouais, vas-y. Oui, Eric. Merci. Sophie, avec le regard innovation. C'est normal, en fait, c'est juste pour l'enregistrement, t'inquiète pas. Avec le regard innovation, donc je rejoins ton souci de conserver un subtil équilibre tel que tu l'as présenté. Pour autant, dès lors qu'on parle de patrimoine, j'ai plus le sentiment qu'on parle de photo plus que de vidéo. Autrement dit, la photo d'un instant figé d'un patrimoine industriel qui, par opposition à un objet qu'on voudrait garder, est plutôt quelque chose qui normalement relèverait de la vidéo, au sens où il a évolué pour arriver là et que probablement on devrait continuer de le faire évoluer pour aller plus loin. Et moi, j'ai toujours cette question du subtil équilibre entre le hashtag « c'était mieux avant » parce qu'on regarde cet objet industriel comme étant magnifique, on a à peine le droit d'y toucher. Et si on y met un regard innovation, on se dit c'est plutôt la manière dont on est arrivé là qui est intéressante. Et du coup, ça doit déclencher le mouvement d'après plutôt qu'une forme d'arrêt. Et pour terminer sur ma question, donc du coup, c'est quel regard tu portes sur ça, hein, pour qu'on fasse une vraie différence entre la logique industrielle et la logique plus culturelle, on va dire, en tant que telle. Puis petite parenthèse sur la fierté, pour moi, il y a une autre question aussi qui se pose, c'est cette fierté, elle varie collectivement selon les périodes. Hein, le Made in France, il y a quelques années, il y a peut-être un peu moins de jolies couleurs qu'il n'a aujourd'hui. Donc c'est pareil, c'est aussi un phénomène, je ne sais pas l'expliquer, mais j'imagine que tu vas regarder ces sujets. Merci Eric. En fait, alors là aussi, il y a beaucoup de réponses possibles, mais une des raisons pour lesquelles nous avons cette image-là, que le patrimoine est une image d'Épinal, c'est parce qu'il y a tout un tas d'activités organisées qui visent à nous donner cette définition de ce que c'est qu'un patrimoine industriel. Et c'est vraiment, il y a tout un champ d'activités institutionnelles et de l'entreprise
qui est le marketing historique. Et entre autres, si vous travaillez, quasiment, là ça rejoint le point de Dominique, les entreprises du luxe, elles ont des paquets de gens qui sont là pour faire le récit de la fondation. Okay, mais si vous rentrez dans le musée d'entreprise de Renault, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur des gens qui qui ont un objectif comme chez LVMH ou d'autres. Là, l'idée n'est pas de vous vendre l'histoire fondatrice de Renault. Il n'empêche que, et là c'est lié à des méthodes historiques, c'est que les périodes post-Seconde Guerre mondiale sont très peu étudiées par les historiens par rapport aux périodes précédentes. Donc dès que vous êtes dans une entreprise qui a une histoire avant, il y a beaucoup plus de matériel étudié disponible de l'histoire des techniques et des métiers avant. Et c'est vraiment les travaux plus récents de l'histoire du travail et des techniques qui amènent aujourd'hui à contrer cette image-là et à montrer qu'il y a des trajectoires des métiers, des entreprises et ainsi de suite. Mais là, on a un pur effet méthodologique d'un côté, histoire des sciences et du travail, des techniques et du travail, et un effet commercial, qui est qu'il y a tout un tas de gens qui visent à renforcer le mythe fondateur. Les startups, pareil, mythe fondateur. Même si la boîte Google, ça a bougé depuis quelques années. Mais mythe fondateur, c'est quelque chose qui est très très présent. Et donc il faut avoir en tête que c'est très très efficace comme objet de cohésion. D'accord ? Parce que ça permet de réduire tout un tas de complexités, et donc ça a de très bons effets. Il faut lutter contre ça, et tu me fais une très bonne transition pour justement comment on travaille. D'habitude, on se dit méthode d'innovation, on attaque, on fait des ateliers, et ainsi de suite. Là, tous les terrains dont je viens de vous parler ont en fait une très très grosse phase avant, justement, de modélisation de ce que c'est le patrimoine industriel du secteur dans lequel on est en train de travailler, en particulier pour montrer cette dynamique que tu décris, où on va essayer de montrer qu'il y a eu une généalogie des régimes de performance depuis la création du collectif, qu'il y a eu mutation des collectifs. On va faire des cartographies des parties prenantes au travers des travaux de l'activité passée, présente, projetée avec des méthodes assez spécifiques. Et on va faire tout un tas d'interviews sur c'est quoi les réussites du passé, plus ou moins proches, et ainsi de suite. C'est quoi les échecs, c'est quoi les attentes de transformation du passé, quand il y a déjà eu des transformations, quelles étaient quelles sont, là on est en patrimonialisation, quelle est la lecture contemporaine de l'échec de transformation ou de réussite de transformation du passé, et ainsi de suite. Et donc en fait tout ça nous permet aujourd'hui d'avoir des méthodes de modélisation du patrimoine industriel et de ses transformations. Et de ses capacités même de transformation. Et donc ça, c'est une grosse partie de la méthode d'intervention. Et après, en fait, on a toute une partie de l'intervention qui est comment on peut amener les acteurs qu'on a cartographiés. Donc ça, c'est un des trucs qui est important aussi vis-à-vis de votre question sur la fierté. Les gens ne se voient pas forcément comme un collectif uni. Ce qui fait patrimoine industriel, c'est des réseaux. Et donc, la cartographie, elle nous sert aussi à savoir qui on doit mettre dans la salle pour vraiment penser une transformation basée sur le patrimoine industriel. Et une fois qu'on a ces éléments de réseau social, on met en place des démarches participatives qui sont principalement de conception, mais aussi avec des méthodes de patrimonialisation, pour justement essayer de proposer des actions de transformation qui soient basées sur les principes patrimoniaux de performance reconnus dans l'écosystème. Et donc, ils les rendent, si vous voulez, préconfigurés à être motivants, acceptables, désirables, épanouissants, et on espère dont ils seront fiers. Voilà. Mais du coup, c'est pour vous faire comprendre c'est quoi la démarche. Et derrière, en fait, on a tout un suivi de ces actions collectives. Qu'est-ce qu'elles ont comme impact ? Comme beaucoup d'activités de co-conception, ce qui ressort, c'est pas l'implémentation de l'idée, c'est des dynamiques collectives d'apprentissage un peu nouvelles, des cohésions nouvelles, des coordinations nouvelles. Et donc, en fait, quand on les fait travailler sur les principes patrimoniaux, qu'est-ce que ça va générer comme dynamique collective et comme dynamique conceptive ? Et donc là, c'est ça qu'on va suivre, et là, recherche intervention longitudinale. Donc vous comprenez pourquoi c'est des cas que je suis certains depuis 15 ans. C'est parce que travailler la robotisation avec les mecs qui faisaient l'assemblage des pointes avant chez Airbus, c'est 10 ans de transformation de l'usine de Saint-Nazaire, puis les impacts à Hambourg, puis les impacts à Toulouse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on regarde. Il y avait encore une question, et puis après on te laisse poursuivre. C'est bien, parce que comme ça, grâce à Eric, j'ai pu répondre sur la suite. Alors ma question, elle
portait sur peut-être la différenciation entre ce que pourrait être le patrimoine industriel et le patrimoine artisanal. Parce que je fais mon mémoire sur l'impact qu'a l'innovation sur la transmission des connaissances dans le milieu artisanal et sur le patrimoine artisanal. Et ce qui est ressorti de mes entretiens, c'était une opposition des acteurs de ce monde-là à l'industrialisation, qui fait leur identité. Et donc ma question, c'était, est-ce que c'est lié à la taille des structures auxquelles je me suis intéressé, parce qu'elles font toutes à peu moins de 10 personnes, ou est-ce que c'est lié au fait que le patrimoine a été figé au préalable, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, selon vous? Alors c'est une excellente question, parce qu'en fait, ce que tu as dans les interviews, c'est une des raisons pour lesquelles on fait d'abord toute une analyse, tu vois, qui est entre autres basée sur des interviews, mais aussi toute une analyse historique et ainsi de suite, et qu'on fait travailler les gens en conception, parce qu'il y a une vraie différence entre le discours qui, comme je l'ai expliqué avant, est le fruit d'une polarisation contemporaine. Entre je rejette des formes de transformation industrielle qui seraient contraires à mon identité et j'en adopte d'autres, et ce que concrètement les gens mobilisent dans leurs activités et leur façon de se projeter. Et en particulier l'industrialisation par rapport aux métiers dits artisanaux, historiques, mais plutôt de la petite entreprise aussi, avec liberté d'entreprendre et ainsi de suite, renvoie très fortement à cette notion de polarisation, parce que les gens sont noyés sous tout un tas de prescriptions à un changement très brutal. D'accord ? Et donc, déjà, moi, je te renvoie, il y a tout un tas de travaux sur les petites entreprises et le label d'entreprise du patrimoine vivant, qui maintenant a 25 ans en France, et qui montre la façon dont ces labellisations ont développé des capacités de protection industrielle, par exemple, spécifiques, et ainsi de suite, versus des capacités de communication, de développement de savoir-faire et ce genre de choses. Mais sur la notion d'industrialisation, moi, j'ai appris à être extrêmement attentive à la façon dont les gens en parlent. Parce que nous, en sciences de gestion, on a une grosse culture des modèles de qu'est-ce que ça veut dire industrialisation, en particulier au centre de gestion scientifique. Et en fait, c'est des représentations de qu'est-ce que c'est l'industrialisation pour ces acteurs-là, et où il y a des sortes de lignes jaunes, lignes rouges. Ça, je passe pas. Parce que je perds ce qui fait pour moi le sens de mon travail, ce qui fait pour moi ma valeur ajoutée. Et donc ça, j'y vais pas. Et ça, je refuse ces formes d'industrialisation. Mais à côté de ça, c'est des gens qui vont potentiellement te dire mais on a un ERP hyper puissant, on a quoi, voilà, ils vont pas associer ça à de l'industrialisation. Et donc pour moi, il y a un enjeu à vraiment se dire ok, on est face à des gens qui ont peur d'un phénomène de désappropriation de leur travail. Ok. Et pour le coup, très lié à fierté et tout ça, mais qui est pour moi très lié à qu'est-ce que j'apporte en tant qu'artisan, c'est quoi ma contribution. On travaille avec pas mal de secteurs de l'artisanat dit industriel, comme je vous l'ai dit au début, et où en fait c'est des tissus où il y a des entreprises qui coordonnent plein de petits artisans, comme tu as interviewé. Et en fait, eux, ils ont très très peur de disparaître du fait d'une sorte de capacité d'internalisation par les plus grandes entreprises de savoir-faire qui aujourd'hui sont automatisables. Il y a tout un tas de discussions, par exemple, dans l'horlogerie, sur ça veut dire quoi aujourd'hui faire une horlogerie compliquée à la main qui a du sens. Est-ce que ça a du sens de continuer de faire à des artisans des choses qu'on sait faire à la machine quand on sait qu'au bout d'un moment ça génère des TMS, des troubles musculo-squelettiques? Ça pose la question de la responsabilité d'entreprise. Et donc, aujourd'hui, avec les responsabilités élargies des entreprises, une entreprise qui est un établisseur, donc qui fait venir des pièces de chez des petits artisans comme toi, où elle sait, quand elle fait ses dessins, qu'elle crée des TMS chez ses fournisseurs, elle est responsable. Et donc ça pose plein de questions en fait. Et la question de l'industrialisation, tu peux la poser soit d'un point de vue de la performance capacitaire, et de se dire le but c'est de faire de plus en plus d'objets, ou est-ce que le but c'est de préserver de l'emploi qui a du sens pour des artisans, à la fois dans mon entreprise et dans mon réseau industriel. L'approche par le patrimoine industriel, elle est hyper socialisante. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une transformation des métiers. Et donc moi j'aime beaucoup les terrains à la fois agricoles et mécaniques, parce que ce sont des gens dont les métiers sont extrêmement pénibles.
Et donc, du coup, la question de l'industrialisation, c'est aussi ce qui leur a permis d'avoir des meilleures conditions de vie, de travail, des durées de vie professionnelles qui se sont allongées, et ainsi de suite. Donc, il faut aussi avoir ça en tête, c'est que quand on parle d'artisanat aujourd'hui, il y a des gens qui ont des conditions de travail qui sont très hétérogènes. Et donc, il y en a qui ont peur de l'industrialisation, mais parce qu'ils n'ont pas peur de la destruction de l'emploi. Enfin, faut vraiment se poser la question de, ok, sens du travail, qualité du travail, capacité de projection dans l'avenir. Ça, c'est vraiment des objets hyper importants. Et t'es au cœur des questions, effectivement, de ces gens-là. Hein. D'accord, merci beaucoup. Merci, hein, parce que On te laisse continuer, Sophie. Merci. Je sais pas, hein, c'est super vos questions, ça m'aide. Alors j'ai des petits résultats, mais en fait du coup on a déjà pas mal évoqué de choses, puisque donc vous l'avez compris, hein, nous notre approche elle est vraiment par la gestion. Et voilà, l'image que j'ai mis là est un bon exemple de la question de Pierre Elal. Voilà, ça c'est une photo hein, d'un atelier qu'on a fait. Je pense que ça parle très bien. C'est des gens en atelier hein, qui ont écrit ça lors d'un atelier où en fait il y a un des collaborateurs qui avait fait une proposition sur là sur le sujet on pourrait avoir un robot qui nous analyse et qui fait des recommandations. Et plus tard, l'équipe a rayé la proposition en disant on n'en veut pas d'abord. Et après, ils sont revenus encore sur le post-it en disant la raison pour laquelle on n'en veut pas, c'est qu'on veut rester libre en fait, même quand on est dans l'atelier en fait. Je veux pas. Et donc il y a vraiment cette image d'Amazon avec le casque dans l'oreille et qui te dit gauche, gauche, droite, gauche. Ils en ont tous peur et je veux dire, on l'aurait aussi quoi. Donc, par contre, il l'écrit très bien. Et ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je mets souvent cette image-là, c'est que c'est un travail. Naturellement, on va d'abord proposer l'idée, parce qu'elle est extrêmement prescrite, je rappelle encore, voilà, les imaginaires sont saturés par tout un tas de tiers qui nous disent c'est ça l'avenir, et c'est pas autre chose. D'accord ? Le futur du travail, il est souvent mis sans S. Moi, je suis très très contente que Thierry Weil ait mis un S à futur du travail sur la chaire de l'École des Mines de Paris, parce que il existe un nombre de travaux sur Future of Work où c'est très clair, les gars, vous aurez un environnement de travail ultra digitalisé, hyper prescrit, et quel que soit votre job, hein, même les chercheurs qui sont dans la salle. Et donc, en fait, là-dessus, il faut du temps et de l'animation et de la méthode pour savoir résister à ces prescriptions, être capable, et encore plus pour être capable de dire pourquoi on veut y résister. Et donc, qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui d'avoir travaillé sur cette notion de patrimoine industriel ? Déjà, ça nous a permis une modélisation très très fine de qu'est-ce qu'on appelle un patrimoine industriel. Et entre autres, on a pu montrer que c'est plusieurs sous-ensembles en interaction, et chacun de ces sous-ensembles ont des référentiels de performance et de coordination qui leur sont spécifiques parce qu'ils sont imbriqués dans tout un tas de réseaux d'acteurs qui sortent de l'organisation. D'accord ? Et donc, ça nous permet en fait de décrire tout un tas de membres, de rôles et de structures d'écosystèmes de parties prenantes qui vont coexister et avoir du coup des instances de coordination. Donc là, voilà, on est aujourd'hui sur des modélisations très très précises et fines de qu'est-ce qu'il y a dans les différents espaces de coordination et de cohésion d'un patrimoine industriel comme étant à la fois le patrimoine d'un collaborateur, et j'insiste, quel que soit son statut, on a la chance d'avoir des interventions avec des niveaux très très différents de responsabilité dans les organisations ou d'exécution dans les organisations. Patrimoine du collaborateur, de l'entrepreneur, patrimoine du métier, patrimoine d'un site industriel, patrimoine de production d'une entreprise qui peut avoir plusieurs sites industriels ou comme l'INRAE des institutions qui ont plein de sites de production scientifique, et le patrimoine de l'entreprise ou de l'institution qui sont à des niveaux supérieurs. Donc ça c'est le premier gros résultat, hein, c'est qu'on voit des sous-ensembles en interaction avec des référentiels de performance spécifiques et des réseaux d'acteurs spécifiques. Deuxième gros résultat, selon moi, qu'on pourra discuter, c'est le fait de dire cette ressource, d'abord c'est une ressource cognitive et relationnelle qu'on est capable aujourd'hui de décrire en intention
Si vous voulez, avant, vous aviez des définitions en extension de ce que c'était le patrimoine industriel. Là, j'ai une définition en intention. Qu'est-ce que c'est ? De façon générale. Et donc, c'est une ressource cognitive et relationnelle, avec des contenus spécifiques, qui est imbriquée du niveau individuel au collectif étendu, au-delà de l'organisation, et qui évolue. Donc là, je réponds à Eric. On a aujourd'hui non seulement la capacité de dire qu'elle évolue, mais on a la capacité de dire comment elle évolue et selon quelle logique. On a pu isoler des ressources stratégiques du patrimoine qui peuvent être animées en sciences de gestion. Certaines sont très connues des historiens, certaines sont plus connues des sociologues, d'autres sont plus connues des géographes. C'est quelque chose d'extrêmement pluridisciplinaire, mais qui nous permet aujourd'hui d'avoir des modèles extrêmement précis de qu'est-ce qu'on veut animer d'un point de vue sciences de gestion. Et avec tout un tas de débats, où est-ce que l'entreprise est légitime à animer ? Typiquement, on a eu des séances de travail hyper intéressantes sur la différence entre passion et talent, justement, dans les ateliers d'artisanat industriel, et la façon dont l'entreprise est responsable de soutenir le talent, la passion, mais qu'elle ne peut devenir propriétaire de la passion ou du talent d'un artisan qu'elle a recruté. Et donc, où est le périmètre de légitimité de la gestion ? Ça amène deux résultats que je trouve intéressants à débattre avec vous. C'est que on ne peut comprendre une transformation qui a lieu dans une organisation que si on comprend l'imbrication des patrimoines. C'est-à-dire que une transformation qui a lieu à un des niveaux, on comprend sa propagation sur les autres niveaux que parce qu'on a ce modèle de coordination des différents patrimoines. Et entre autres, ça nous a permis de mieux comprendre quels sont les impacts d'une transformation qui est initiée par un niveau sur les autres. En particulier, c'est pas du tout la même chose si c'est un collaborateur qui qui a l'initiative de faire venir une nouvelle technologie et qui du coup va avoir une identification du potentiel de cette technologie par sa désirabilité, pour sa technique, pour sa passion, pour ses talents, et la façon dont il va communiquer ça dans son écosystème et les autres pour faire intégrer cette nouvelle machine dans les autres patrimoines, les autres compétences les autres composantes du patrimoine industriel, que si vous avez une décision au niveau d'un site industriel de faire rentrer des cobots ou d'autres technologies, et où là, la désirabilité, elle a été travaillée justement dans un référentiel de la performance sur la façon de faire, sur la logique, l'intégration à la mémoire territoriale et ce genre de choses. Et donc, vous voyez que c'est pas une question qu'il y a un bon niveau, c'est que le niveau qui va endogénéiser, faire rentrer la transformation, va lui le faire en travaillant la conformité avec son référentiel de performance et ses ressources clés. Et donc, du coup, pas forcément avec les autres. Et donc, du coup, il y a un enjeu à comprendre, justement, la modélisation nous permet de comprendre pourquoi il y a des perturbations aux autres niveaux et de quelle nature elle va être, sur qu'est-ce qui va justifier ou non, et l'adhésion ou le rejet de la transfo. Et enfin, il y a un impact hyper fort sur le travail, puisque en fait cette modélisation, elle nous permet de comprendre qu'est-ce qui fait sens du travail dans les différents langages de l'organisation. Et donc la façon dont l'entreprise, comme institution de gestion, structure la valeur du travail des collaborateurs, des managers, des dirigeants, des actionnaires. Et justement, aujourd'hui, quand vous êtes un dirigeant ou un actionnaire, ce qui va faire qu'on considère dans l'organisation que vous faites du bon travail, c'est votre capacité à exprimer des valeurs et engagements spécifiques à l'organisation pour le savoir-faire industriel et la filière, et avoir une stratégie lisible, claire, motivante, visionnaire, diront certains. Et donc, en fait, on a aujourd'hui une capacité à comprendre ce qui fait sens et valorisation du travail aux différents niveaux de patrimoine et la façon dont on peut l'animer. Quatrième chose que je trouve pour moi hyper intéressante, c'est qu'on a réussi aujourd'hui, à force d'avoir des démarches sur les différents cas, à comprendre comment la patrimonialisation est une source d'alignement, d'adhésion favorable de tout un tas d'acteurs en transversal et en hiérarchique sur des projets de transformation. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 grands types d'activités d'innovation qui sont extrêmement fédératrices,
dès que vous êtes en animation par le patrimoine. C'est est-ce que vous êtes en train de faire de l'inno, même ultra technologique, même tes gens là qui veulent pas d'industrialisation, si c'est pour renforcer la transmission ou la régénération de techniques oubliées, et ainsi de suite. Bref, tout ce qui est capacité à aller puiser, préserver dans l'héritage historique et être transparent sur la façon dont on peut y accéder, le mobiliser, et ainsi de suite. Là, l'ultra-techno, elle est autorisée. Parce qu'en fait, c'est ce qui va donner un accès simplifié à l'apprentissage, mais aussi qui va permettre aux différents acteurs de tracer qu'ils ont contribué au patrimoine. Et donc, il y a une très forte valorisation de ces projets-là. Vous avez tout un autre schéma qui est plus classique sur comment on renforce ce qui fait de la belle production et de la belle action collective, et où là, on va plutôt viser des objectifs d'excellence et de robustesse de la prod. Et enfin, tout un tas d'activités qui visent à challenger le patrimoine, l'enrichir, le donner plus stimulant à transmettre. Et donc là, typiquement, j'avais pris des exemples sur l'agroécologie là, parce que aujourd'hui, quand vous êtes chercheur à l'INRAE, se dire que ce qui va faire l'avenir de votre métier, c'est l'agriculture intensive, il y a un certain consensus sur le fait que ça ne fait pas rêver. Et donc, au sens, non, c'est pas que ça fait pas rêver, ce n'est pas soutenable. Donc, du coup, il y a un enjeu à déplacer le patrimoine, et vous allez avoir vraiment une capacité de faire participer, que les gens s'engagent sur des projets d'innovation qui visent justement à déplacer le patrimoine. Ça veut dire quoi? De sortir de ça tout en étant respectueux de nos collectifs, de nos compétences, de nos savoir-faire, et ainsi de suite. Et donc, là, il y a énormément de choses sur les stratégies de synergie entre des savoirs hétérogènes et ce genre de choses. Donc là, c'est une façon de répondre à ce dilemme d'entrée que je vous disais entre robustesse et efficacité. C'est d'avoir des projets d'innovation qui tapent justement sur quelque chose qui est par nature une alliance entre robustesse et efficacité. Et dernier résultat que je voulais partager avec vous, c'est un des plus récents sur lequel on est vraiment en train de travailler là en ce moment. C'est que le patrimoine et le travail sur le patrimoine et l'explicitation des règles de cohésion du patrimoine vont permettre de comprendre qu'est-ce qui, de façon tacite, prescrit le système de performance désirable de l'organisation. Là, en fait, c'est en gros, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a tout un tas de projets de transformation où si on les regarde et qu'on les discute avec les gens, on se dit il faut le faire. Il n'empêche qu'on n'arrive pas à prendre la décision de le faire. Et en fait, une des choses qu'on a aujourd'hui réussi à comprendre, c'est que le pilotage des transformations face aux transitions étant par nature extrêmement anxiogène, avec une révision en profondeur des règles d'organisation, de structure collective, il y a un besoin de comprendre en quoi ça soutient la logique de performance patrimoniale des acteurs. Si vous voulez, leurs valeurs identitaires partagées, les invariants de ce qui va faire la performance, et ainsi de suite. Et donc, en fait, le fait de piloter des transformations désirables dans ces collectifs-là impose d'être capable d'expliciter en quoi la transformation s'inscrit dans la logique de performance du collectif. Qu'est-ce qu'elle, dans le sens, elle peut avoir des impacts négatifs sur la performance, mais il faut qu'on les ait explicités pour être capable de les contrôler, de les piloter, d'essayer de les réduire, et en quoi elles contribuent positivement à la performance. Et donc, en fait, ça devient un ensemble actionnable de principes stratégiques et de gestion, quoi, sur qu'est-ce que ça va être une transformation désirable qui soit générative pour notre collectif et surtout compatible avec notre structure dans l'entreprise. Et donc là, on vient vraiment sur le patrimoine comme langage d'une accumulation qui soit à la fois préservatrice et d'un renouvellement génératif. Et donc on a un cas là depuis plusieurs mois où l'objectif est de concevoir des espaces d'innovation dans une organisation en adéquation avec les valeurs du patrimoine industriel.
Et en fait, ce qu'on est en train vraiment d'observer, c'est que il y a tout un tas. Donc les entreprises dont je viens de vous parler, surtout celles du luxe, sont en croissance et ainsi de suite. Donc on a une logique qui consiste à faire rentrer tout un tas de cadres qui arrivent avec des bonnes méthodes de ça veut dire quoi bien s'organiser pour accompagner la croissance. Ce qu'on voit, c'est que dans les entreprises patrimoniales, ils ont beaucoup de mal à mettre en place des transformations, des innovations organisationnelles, parce qu'ils arrivent avec, donc là c'est une partie du travail, mais ils arrivent avec une représentation d'axes génériques de la performance, qui viennent à la fois de l'état de l'art, parce que ce sont souvent des gens très très bien formés, et avec un benchmark de ce qu'ils ont pu voir dans les autres organisations avant d'arriver, et ainsi de suite. Et donc, face à un truc assez classique, c'est vous mettez en place un système de ressources organisationnelles pour l'innovation, et ben on peut avoir tout un tas de dimensions de performance. Donc là, j'en ai pris une qui a été travaillée, qui est de se dire, c'est les espaces d'innovation doivent être des outils de créativité pour les collaborateurs, équipes et managers, afin qu'ils soient acteurs de la transformation. On est sur un truc hyper classique. Bon, il y a plusieurs dimensions sur la déviation stratégique, ainsi de suite, je vous en ai mis qu'une. Mais du coup, on vient assez rapidement à des axes génériques de c'est quoi la performance de ce genre de choses. Le why, ça va être avoir une capacité d'adaptation robuste aux évolutions du marché, donc être en capacité de repérer les innovations clients nécessaires, mais aussi d'avoir une capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, qu'elles soient matière, process, et ainsi de suite. Donc là, il y a beaucoup de spécialistes de l'INO dans la salle, donc vous n'êtes pas du tout surpris. Comment on fait ça ? Les managers proposent qu'on fasse une professionnalisation des compétences de conception, des tâches de conception, de la connaissance client, et ainsi de suite. Bref, on utilise tous les bonnes pratiques en management de l'INO. Et comment on fait ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le WAT, c'est des formations, des méthodes dédiées, beaucoup d'outils frugaux de créativité et d'apprentissage pour que l'innovation soit l'affaire de tous. Bref, des trucs que vous connaissez par cœur. Et en fait, ça, quand on le passe, alors là, je vous dis, c'est très petit, je suis désolée. Quand on le passe aux valeurs patrimoniales d'une entreprise comme Audemars Piguet, dont les principales valeurs, c'est l'avant-gardisme, l'intransigeance, le non-conformisme. Ça va prendre des noms différents dans l'histoire de l'entreprise, mais ça vous permet de très très bien comprendre pourquoi on est dans une entreprise à la fois d'excellence mécanique et d'innovation assez importante, et avec des normes de gestion, vraiment en interne, de qu'est-ce qui fait bon management. Et donc, bon management, c'est des engagements sociaux, des revendications identitaires, une définition assez spécifique de ce que c'est de être AP, donc le One AP, là, et la valorisation des identités sociales, locales, historiques. Voilà. C'est vraiment des normes de gestion qui sont très spécifiques à l'organisation. Et en fait, ça a amené à complètement rediscuter, c'est quoi les axes désirables de la performance d'un espace d'innovation qui vise à faire que les collaborateurs, équipes et managers soient acteurs de la transformation de l'entreprise. Et entre autres, le why, quand on est dans ce genre d'entreprise-là, c'est faire une transformation ambitieuse ensemble, par la mise en réseau d'espaces spécialisés dotés d'équipements pointus, outils, méthodes et ainsi de suite, animés par des experts. Donc vous voyez, on est dans une traduction, mais qui n'est pas juste on passe du français à l'anglais, là, on change de ce qu'on fait dedans. Et ça, c'est quelque chose qui se traduit par du coup des ressources assez spécifiques, des process assez spécifiques à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif qui n'a pas changé. J'insiste. Mais ça, c'est quelque chose où on voit, c'est pour vous donner un exemple de comment le patrimoine oblige en fait à redévelopper un référentiel de performance même sur des objets d'innovation managériale. Et que la forme qu'on va donner à un objectif commun imposé par les transitions va devoir être mise en cohérence avec ce que l'entreprise et ses collectifs a comme façon de se coordonner, d'être cohérente et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cet exemple-là. En conclusion, je vais faire la conclusion et je prendrai toutes vos questions après. En conclusion, pour moi, tout ça c'est un chantier qu'on ouvre. Non, j'ai remis la même image là. Bon, normalement on est censé avoir un peu avancé, mais bon, c'est pas grave. En conclusion, pour moi, le patrimoine aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles je travaille autant, l'approche par le patrimoine, c'est pas quelque chose de facile. Je pense que vous l'avez compris dans le speech que je viens de vous faire, mais c'est quelque chose qui permet en fait des organisations collectives qui peuvent aller sur des transformations vraiment ambitieuses face aux transitions. Donc pourquoi
Pourquoi c'est pas facile ? C'est d'abord parce que il faut être capable d'aller au-delà de révéler le potentiel en fait de ce patrimoine industriel. C'est que derrière, il va falloir l'animer. En fait, aujourd'hui, les travaux qu'on a pu mener, nous permettent de montrer que, oui, aujourd'hui, il y a une accumulation de transformations nécessaires liées aux transitions. Mais, comme on l'a déjà débattu, en fait, le patrimoine industriel, c'est une notion qui nous permet de comprendre qu'il y a transformation. Il y a transformation régulière et entre autres, il y a eu souvent dans les histoires d'entreprise des moments de rupture et donc de grosses transitions et de re-questionnement de l'identité collective. Et une des principales sources d'instabilité constante du patrimoine, c'est les dynamiques de métier. En fait, les métiers sont les objets les plus instables des organisations. Et donc, eux, ils sont dans une volontaire absence de stabilité. Si votre métier est stable, vous vous ennuyez. D'accord ? Et donc, en fait, les métiers sont des structures collectives de transformation extrêmement régulières. Et donc, la question, ça va être le fait que eux, ils soient toujours en mouvement, comment ça induit des dynamiques sur les autres et le fait que aujourd'hui les injonctions aux transitions amènent la totalité des niveaux à devenir instables, même ceux qui souhaitaient, on parlait avant de commencer la conférence des industries du luxe où les directions générales peuvent souhaiter avoir une stabilité la plus forte possible de ce qui fait justement le patrimoine de l'entreprise. Aujourd'hui, face ne serait-ce qu'aux enjeux, aux nouvelles normes de gestion environnementale, ils sont perturbés. Et donc aujourd'hui, tous les niveaux deviennent instables. Et donc ça va poser des questions vraiment fortes de comment on est capable de continuer de coordonner et pour le coup par rapport aux sciences de gestion, en fait, il y a eu une disjonction entre le management, la stratégie d'entreprise et la stratégie opérationnelle avec une logique qu'on pouvait faire la stratégie d'entreprise presque indépendamment de la stratégie industrielle de production. C'est la logique d'internationalisation des systèmes productifs et ainsi de suite, et où on peut avoir du coup quasiment une stratégie d'entreprise sans avoir le système productif et où on va juste passer des commandes à un système productif. Quand vous commencez à avoir ce type de modèle, non. En fait, il y a un besoin de recoordination et de management, vraiment de construction du lien et de l'interaction entre le management stratégique et opérationnel sur la façon de créer le sens du travail et le sens de l'action entrepreneuriale. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, les travaux montrent que le patrimoine devient une technique qui organise le travail et qui construit en fait la représentation du travail, de la valeur du travail de chacun, que ce soit des collaborateurs, des managers intermédiaires, des managers supérieurs, des dirigeants, des actionnaires aussi. La limite de ça, c'est que il faut organiser ces propagations et en particulier il y a un enjeu d'organiser la diffusion du langage, les spécificités des savoir-faire, ce qu'on appelle les façons de faire épanouissantes d'aujourd'hui et de demain. Donc on a commencé à en débattre. Nous, c'est un chantier qu'on a démarré au travers de plusieurs thèses et de post-docs sur les différents terrains. Mais pour moi, c'est complètement ouvert encore. On commence, nous, à avoir des trucs à discuter, mais welcome. Là-dessus, c'est énorme chantier de qu'est-ce que ça veut dire organiser ça. Les autres, et je vais conclure là-dessus, c'est mon dernier slide, promis, j'arrête après. Pour moi, organiser ça, c'est pas que du langage. Ça pose plein de questions sur les outils de gestion et sur les outils de gestion de la performance dans les organisations. Le fait de parler aujourd'hui de principes patrimoniaux, ça renvoie à tout un tas de questions qui sont des serpents de mer en sciences de gestion. C'est existe-t-il des axes de performance invariants ? Est-ce qu'il existe des normes de gestion qui résistent aux évolutions de la société, du temps et ainsi de suite ? Là, on commence à avoir des cas qui tendent à penser que, en tout cas pour certains collectifs, ils font le choix de stabiliser certaines choses. Par contre, ils vont patrimonialiser ces axes de performance invariants. Et ça, c'est un truc que je trouve hyper stimulant parce que ils vont se poser la question régulièrement de comment la formulation d'un principe de gestion, par exemple, prend des formes d'action nouvelles dans la société d'aujourd'hui. Et en fait, on a pu montrer que l'explicitation
de ces principes de gestion patrimoniaux avait des effets très forts sur les acteurs qui sont les plus concepteurs dans les organisations. Parce que le fait de l'écrire, de le nommer, devient un cadre de pensée et un cadre d'action. Et donc, ça va ouvrir plein de futurs désirables. Donc, ça a plusieurs effets. Hein. Un effet à la fois sur le fond, mais aussi d'organisation, parce que ça vous permet de repérer les gens où, quand vous explicitez des principes de gestion, d'un seul coup, ils se disent « Ah bon, on peut faire ci, ça. » Et où c'est des profils, du coup, conceptifs de la transfo assez intéressants à formuler. Ça pose quand même une limite, hein. C'est que, du coup, quand on a des activités ou des projets sur la transfo qu'on n'arrive pas à passer, est-ce que c'est qu'ils sont pas assez génératifs et préservateurs, tel que je vous l'ai dit avant, ou est-ce que c'est qu'on n'a pas suffisamment explicité les principes de gestion sous-jacents qui les bloquent? Et en fait, aujourd'hui, ça, j'ai pas de réponse. Hein. C'est jusqu'où, en fait, la question que ça pose, c'est jusqu'où faut-il aller dans l'explicitation du tacite de ce qui fait la cohésion collective. Voilà, donc ça, c'est une première limite. Ça, je l'ai déjà dit, hein, on va avoir du coup des enjeux de gestion pour de l'animation spécifique sur des objets qui sont pas forcément très développés comme étant des outils de gestion de l'entreprise, des domaines de gestion de l'entreprise, donc autour des identités professionnelles, des cultures territoriales. Alors les cultures territoriales, on a plutôt essayé de lutter contre dans les organisations qui sont des groupes multi-territoires. Donc là, se repose la question de est-ce qu'on reterritorialise, est-ce qu'on a des logiques là-dessus, les questions de patrimonialisation, d'épanouissement professionnel. Et donc en fait, on a beaucoup de questions sur qui prend ça en charge dans l'organisation. Parce que la stratégie tout seul, ils peuvent pas le faire. La gestion de la prod tout seul, ils peuvent pas le faire. Les RH, ils sont pas légitimes surtout. Donc aujourd'hui, les entreprises avec lesquelles on a le plus de collaboration créent plutôt des équipes décisionnelles multimétiers, transdisciplinaires. Et en fait, ça pose des vraies questions de management, quoi. C'est qui est responsable de la patrimonialisation dans les organisations. C'est pas du tout évident. Et alors après, il y a tout un tas de questions. Je vais pas forcément les développer là, mais sur cette ingénierie de gestion, elle défend quelle logique de performance? Est-ce qu'elle est monocritère, comme l'histoire de l'industrie nous l'a montré ces dernières années, où il y a en réalité plusieurs critères, mais une hiérarchie des critères de performance, et entre autres un critère dominant qui, dans beaucoup d'organisations, est financier, qui peut être soit de la trésor, soit de la rentabilité, c'est pas la même chose, mais la plupart des organisations, l'euro, il a l'avantage d'être, le monétaire a l'avantage d'être quantitatif et indépendant de la langue. Et donc ça permet des très très grosses facilités de gestion dans les groupes internationaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire avoir une ingénierie de gestion qui va essayer de coordonner des choses assez différentes qui sont le capacitaire industriel, le savoir-faire, l'épanouissement au travail. Et donc là, ça pose des vraies questions sur le retour de la décision multicritère dans l'organisation et pas seulement au niveau de la stratégie d'entreprise. Et donc ça veut dire quoi aujourd'hui? Un pilotage, un management de proximité qui soit réellement multicritère. C'est quoi là, les outils de gestion, quoi? Et sur quoi on caractérise la performance du management et de la ligne hiérarchique de management. Et aujourd'hui, même les entreprises avec lesquelles on bosse, qui sont hyper engagées sur tout un tas de dimensions, il peut y avoir tout un tas de politiques sur soutien des savoir-faire, soutien de l'épanouissement au travail. Les outils de gestion collectifs de la prod ne sont pas en capacité de soutenir les managers face à des dilemmes décisionnels de cette nature-là. Et là, c'est notre responsabilité en tant que chercheur d'avoir des propositions. Hein. Et moi, je les ai pas. J'ai envie de proposer des trucs, mais est-ce que ça relève de l'expérimentation? On n'a pas de retour d'expérience. Il y a du taf, quoi. Voilà, je m'arrête là. Merci. Alors merci beaucoup Sophie. On a une petite demi-heure si vous voulez poser des questions. Voilà, Sophie. Moi, je serais ravie d'en avoir. Hein. Allez-y. Hein. Allez-y. Faites feu de tout bois, tout ça m'aide. Attends. Non, il y a Daniel. Il y a Daniel. Si, il a déjà parlé. Merci Sophie pour cet exposé hyper intéressant. Merci. Et je me demandais dans la notion de patrimoine industriel, est-ce qu'il y a différents aspects si on parle de la production ou
ou si on parle d'un patrimoine industriel d'innovation, de recherche et développement. Parce qu'il me semble que le fameux savoir-faire, il y a différents savoir-faire dans les sociétés, même anciennes. Et c'est vrai que ça rejoint le patrimoine industriel, incultive un patrimoine intellectuel, un patrimoine de savoir-faire. Donc, j'ai un peu répondu parce qu'il y avait toute la boîte orange de dire on va s'intéresser aussi à tout ce qui est l'aspect transmission du savoir-faire. Est-ce que tous les patrimoines ne sont pas dans des brevets? Ouais. Il y a énormément de sociétés qui ont réussi, mais qui ont justement par le savoir-faire, par des choses secrètes. Donc comment se transmet ce patrimoine? On voit bien le patrimoine bâtiment, c'est tangible. Donc il y a un patrimoine industriel intangible, et comment peut-on le capturer et le transmettre? Et puis la deuxième question, c'était par rapport à... c'était une remarque en fait, mais ça rejoignait la transmission artisanale. C'est-à-dire qu'il y avait cet aspect de patrimoine artisanal, mais bon, vous avez répondu tout à l'heure lors de l'échange. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'un boulanger a un patrimoine industriel dans la façon dont il fait son pain et donc à la fois sur les outils. Voilà. Patrimoine. Alors, merci. Je me note les... En fait, alors la première question que tu poses, elle renvoie aussi à est-ce qu'on a un patrimoine industriel, des ingénieries, de la R&D, ce genre de choses. La réponse est oui. La difficulté que j'ai... Pourquoi je prends des précautions à répondre? D'abord parce qu'il y a Gilles dans la salle. Et aussi parce qu'en fait... Et donc, je vais te demander de l'aide, Gilles. Parce qu'il y a, en fait, pour moi, une vraie différence des historiens qui est faite entre l'histoire de la propriété industrielle et intellectuelle et de l'histoire socio-technique des activités et du travail productif. D'accord ? Et donc, pour moi, ça pose des problèmes aussi méthodologiques. C'est-à-dire que la notion de patrimonialisation dont j'ai parlé est héritière de la généalogie socio-technique. Je dis pas d'ânerie jusque-là, Gilles ? Il m'écoute pas vraiment, donc ça va, ça passe. Et en fait, pourquoi je prends des précautions ? C'est qu'il y a vraiment toute une histoire, en particulier en France, d'histoire des sciences de l'ingénieur et du rôle de l'ingénieur vis-à-vis de la société technique, et en particulier des questions de propriété intellectuelle et industrielle. D'accord ? Et la façon dont on accède au patrimoine scientifique et technique. D'accord ? La raison pour laquelle moi je vous ai plutôt présenté l'histoire socio-technique, c'est que c'est une histoire qui associe entrepreneuriat et activité technique et travail. Alors que les réseaux d'ingénieurs et des sciences ne sont pas des réseaux de l'entreprise. Et c'est là que j'ai besoin de ton aide, parce que je suis assez sûr de moi quand je dis ça, mais je pense que Gilles pourrait faire une réponse beaucoup plus précise là-dessus. La personne qui m'a le plus sensibilisé à ça, c'est un historien des sciences qui est un spécialiste de la propriété intellectuelle et de l'histoire des institutions de l'API, et qui m'a dit attention, le patrimoine des ingénieurs n'est pas un objet de gestion des entreprises, n'est pas un truc sur lequel les entreprises ont une activité de développement, de formation et ainsi de suite. Par contre, ils s'appuient dessus. D'accord ? Et donc, ils vont l'utiliser. Mais c'est pas quelque chose où ils ont été des acteurs transformateurs. Qu'est-ce que tu... Sur ce point précis, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Mais alors, en sociotechnique, il y a des travaux monumentaux. Bon, nous, on a sorti hier, c'est notre actualité, donc je profite d'avoir une audience de ce niveau, notre jeu sérieux sur la plateforme Fun, qui forme à l'innovation à partir de l'histoire du vélo, et les travaux de bikers, Bikers plutôt. Bikers, c'est un pratiquant du vélo, sont emblématiques de l'histoire sociotechnique du vélo, où on ne peut pas dissocier les actes de gestion, les relations entre les parties prenantes. Et alors, un exemple, ça nous ramène aux musées d'entreprise qui introduisent énormément de biais dans la gestion du patrimoine, parce qu'ils sont souvent instrumentalisés au bénéfice d'une histoire. Mais il y a un exemple assez impressionnant à Osaka, au Japon. Il y a une partie de la ville qui s'appelle Panasonic City,
parce que le développement de l'entreprise a installé un quartier et le fondateur de Panasonic, Konosuke Matsushita, qui est mort en 89, mais qui est un dieu vivant, hein, qui vend encore des millions d'exemplaires chaque année d'ouvrages de gestion. Quand on va dans les bibliothèques au Japon, on s'aperçoit que certaines éditions des œuvres de Matsushita en sont à la 70e opus, au 70e opus. Et Matsushita a construit un musée, 2 musées, qui sont séparés mais indissociables. C'est-à-dire qu'on les visite successivement, mais on ne les comprend qu'en les visitant successivement. Un musée sur le fondateur, qui est en fait un musée des actes de gestion qu'il a accompli. Matsushita quitte sa famille à l'âge de 9 ans, ne fait pas d'études et crée un empire mondial. Et c'est lui, par exemple, dans les années 20, qui va introduire la structure divisionnalisée des grandes entreprises, qui va faire du Chandler avant l'heure au Japon. Quand il commence à expliquer à ses cadres qu'il diversifie la production, ça a des conséquences sur la gestion financière, sur les systèmes de gestion des stocks. Il y a toute une partie du musée qui décrit les imbrications managériales de ce qui va passer d'un petit atelier où on fabrique des ventilateurs à une multinationale. Et puis l'autre musée, c'est les produits. C'est beaucoup plus classique, mais c'est les produits en lien avec ce qu'on sait de l'imaginaire de ces produits dans l'univers moderne du monde domestique, des ordinateurs, des machines, de ce que les Américains ont fait. Donc ça relie le patrimoine de l'entreprise à une histoire vécue et ressentie par nous. Et alors, comme j'ai la parole, je vais te poser une question. Je garde la deuxième. C'est passionnant, hein, en particulier l'idée que tu apportes en conclusion de patrimonialiser les invariants, qui est pour moi une vraie manière de rentrer de problématiser cette question du patrimoine, mais ce qui pose tout de suite la question de qu'est-ce que c'est qu'un invariant. Alors Albert David est parti voilà. Des travaux sur les invariants en gestion. L'invariant dans une perspective patrimoniale, il est nécessairement contextualisé et constructiviste. Hein, on le voit bien quand je retourne au musée, aborde ces questions d'invariants en gestion à partir de musées. On est obligé de donner des éléments de contexte quand on est face à un élément de patrimoine matériel, par exemple. Et on a aussi la possibilité, quand on a plusieurs objets, de comprendre la généalogie, donc la construction de l'invariant. Et le changement de contexte, par exemple, parler à des générations d'aujourd'hui, du futur de cet invariant, peut se faire avec et c'était la question d'Éric, un invariant figé dans un passé qui semble révolu. Donc la question qui est pour moi derrière, c'est celle des publics. Toute la question de l'usage qu'on fait des patrimoines est liée aux objets et au public auquel ces objets s'adressent. Comment tu intègres cette question des publics qui sont forcément pluriels, qui ne sont pas forcément tous les mêmes. Il y a une notion de Pierre-Yves Donzé, qui est historien suisse en poste à Osaka depuis longtemps, qui est passionnant, la notion de stratégie d'héritage. C'est un des historiens du luxe, et en particulier de l'horlogerie, où il explique qu'on ne peut pas comprendre comment les grandes entreprises construisent leur stratégie d'héritage si on n'associe pas l'histoire des systèmes de conception de produits, premièrement. Deuxièmement, le storytelling qui mélange du faux et du vrai. Et les entreprises savent très bien construire un imaginaire à partir de bases historiques totalement apocryphes. Et puis, des éléments de système de distribution qui mettent en scène, et c'est là qu'on retrouve les publics, qui mettent en scène parfois pour les clients dans des réseaux de distribution de produits, mais qui mettent en scène pour les collaborateurs, pour les fournisseurs, pour le grand public quand c'est un musée d'entreprise. Donc on retombe sur cette question du public que je voulais t'adresser. Et merci, c'est d'une passionnante richesse. Merci beaucoup, parce que alors, du coup vous mettez le doigt sur plein de choses
qui sont, vous voyez, pas forcément simples. Alors, merci pour ta remarque, parce que je pense que, et c'est pour ça que j'ai remis ça, ta réponse sur Panasonic, elle est pour moi une façon de répondre à ce que tu viens de poser comme question. C'est où est le patrimoine de la conception ? C'est-à-dire que là, sur mon schéma, je vous ai mis le patrimoine d'entreprise, qui est plutôt un patrimoine entrepreneurial, stratégique. Mais là, en fait, dans ta réponse, Gilles, il y a aussi la façon dont il y a eu de la conception organisationnelle à très fort impact en interne. Et il y a effectivement aussi cette stratégie de conception des techniques qui vont permettre les produits. On a aujourd'hui tout un tas de travaux qui nous permettent de dire que le patrimoine de vente, que vous auriez pu me dire, il n'y a pas le patrimoine de vente, j'y pense là, avec ce que tu dis, il s'instruit aussi avec le patrimoine de production et ainsi de suite. Et donc le patrimoine de conception est très vraisemblablement à ce niveau-là d'imbrication aussi dans les logiques de propagation. Mais on n'a pas pu le tester encore, ça, on n'a pas suffisamment de matériel, mais c'est des choses qu'on a pu voir. Juste pour reprendre vos différents éléments, là je m'excuse si j'ai pas été clair, mais en fait le patrimoine industriel comprend énormément d'intangibles. D'accord ? Et voire même plus que du tangible en réalité. Et donc il y a toutes les dimensions cognitives, relationnelles, sociales, imaginaires, savoir-faire et ainsi de suite. Et donc on est vraiment sur des constructions qui sont très très remplies d'intangibles, que ce soit pour des acteurs qui interagissent avec du tangible, des machines, ou des acteurs qui ont des métiers purement cognitifs. Alors justement, là, comment le capturer, ça renvoie justement à ce que je répondais à Pierre Lal, c'est t'as à la fois ces traces historiques de comment il s'est ancré, acté, comme vient de l'expliquer Gilles. C'est le musée du management d'un dirigeant, c'est le musée du management ici. On peut le capturer au travers de tout un tas de traces historiques, d'écrits, d'organisation, de photos, même de vidéos, où on peut le capter, déjà ça. Tu vois, donc le reconstituer et reconstituer ces évolutions. Mais il y a aussi cet enjeu de faire agir les gens et de regarder comment ils travaillent. Et comment ils travaillent, comment ils se projettent, comment ils discutent de la projection et comment ils conçoivent collectivement la projection de leur métier en tant que partie d'un système en mouvement. Et ça, c'est une des plus belles façons, au sens méthodologique, d'avoir une richesse à la fois du rapport matérialité, immatérialité et la façon dont les gens interagissent avec ça. Tu avais un autre point sur le boulanger. C'est pas un hasard que j'ai commencé ma présentation par c'est quoi le patrimoine dans sa définition générale, qui est une définition du patrimoine culturel, qui est la notion la plus collectivement diffusée. Un boulanger est inscrit dans un énorme patrimoine culturel, qui est le patrimoine gastronomique, qui est un patrimoine de l'entreprise de proximité, qui est tout un tas de choses. Ça n'empêche qu'il a aussi accès à un patrimoine industriel que les clients, et ça me fait un pont vers ne voient pas forcément. Un boulanger, il est formé à la sélection des farines. La farine, le pain, la baguette n'est pas la même dans le nord de la France et dans le sud de la France, parce que le rapport au craquant, à ce qui fait une bonne chocolatine, pour lancer le débat, n'est pas le même partout. Et alors sur la baguette, qui est un produit normalisé en France, il y a une vraie différence de sélection des farines, et donc les boulangers sont formés à savoir sélectionner des farines selon le territoire, les goûts, les machins. C'est un exemple d'extraction du patrimoine industriel. D'accord ? Donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'un patrimoine industriel, c'est pas la même chose qu'un patrimoine culturel, et ça veut pas dire que c'est en opposition. Ce sont des ressources qui sont en interaction. Pour revenir sur alors il y a plein de façons de réagir à tes remarques, Gilles. D'abord, continuons d'échanger bien au-delà de ce séminaire. Mais moi, ça m'a fait penser à vraiment plusieurs choses. Aujourd'hui, il y a tout un tas de travaux sur les savoir-faire.
et la façon dont on peut penser les savoir-faire, les diffuser. Il y a ce qu'on appelle un renouveau du knowledge management. En fait, ta remarque me fait penser à un point qui est pour moi hyper important, c'est quand on parle de patrimonialisation, il faut contextualiser et avoir cette approche constructiviste. C'est pareil sur les savoir-faire. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui sur c'est quoi un savoir situé. Il y a une littérature très très forte sur qu'est-ce que c'est un savoir situé. Et je pense que quand on bosse la patrimonialisation, on rentre aussi là-dessus. Sur ça veut dire quoi un savoir situé, bien au-delà, et du coup comment ça se discute par rapport à une action de gestion située. Et c'est pas parce que dans toutes les bonnes écoles et universités de gestion, on apprend des savoirs décontextualisés qu'il n'y a pas un rôle et une formation à savoir resituer un apprentissage générique. Et donc en fait là il y a un rôle de l'organisation sur comment aider des acteurs qui arrivent avec des formations parfois très élaborées de savoirs techniques, conceptuels, cognitifs, génériques. Et ça veut dire quoi? Leur donner les capacités de le situer. Et à l'inverse, ça veut dire quoi? Former les gens à savoir repérer un savoir situé. Et le transmettre, et ainsi de suite. Donc là, la thèse de Lauriane, elle est entre autres là-dessus. C'est-à-dire comment tu formes des gens qui sont des très grands praticiens pour qu'ils soient en capacité de devenir eux-mêmes formateurs de leur apprentissage situé. Quel est le complément nécessaire? Sur les publics, alors ça c'est une super bonne question. Moi j'aime beaucoup. Alors, tu l'as bien expliqué, dans le monde du luxe et de l'artisanat, c'est hyper bossé. Quels sont les publics? Et les publics sont multiples. C'est ce qu'on a par contre pas forcément comme visibilité. Il y a déjà une vraie diversité des clients d'un produit. Il y a ceux qui s'intéressent à comment le produit a été fait, puis il y a ceux qui consomment une fonctionnalité du produit. Et donc rien que ça, c'est pas la même façon d'avoir une stratégie d'héritage. C'est pas du tout la même chose d'avoir une stratégie d'héritage sur une marque que d'avoir une stratégie d'héritage sur une valorisation des savoir-faire, des systèmes productifs ou des engagements, même entreprise à mission, responsabilité de l'entreprise, positionnement éthique, quoi. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Stratégie de marque versus stratégie orientée vers un client de valorisation d'un patrimoine industriel engagé, responsable, on lui met le nom qu'on veut. Aujourd'hui, donc il y a vraiment ça. Et il y a aussi toute la question de l'attractivité des entreprises pour leurs collaborateurs. Et j'insiste, collaborateurs, quels qu'ils soient. Vous m'avez entendu le dire 10 fois aujourd'hui. Attractivité pour ce qu'on appelle, nous, sur plusieurs terrains, la main-d'œuvre productive, qui peut prendre des formes en fait très très variées de statut social, qui vont être d'ouvriers, opérateurs, compagnons, entrepreneurs indépendants, agriculteurs, voilà. Donc des statuts même au sens positionnement social qui peuvent être extrêmement variés dans la compréhension et leur perception par le grand public. Mais en fait, on a vraiment un enjeu de se dire, ces questions se posent à la main-d'œuvre productive, au management sup, aux dirigeants, aux actionnaires. Et en fait, ça, c'est un super... c'est rare, en fait, qu'on ait des sujets de gestion qui nous permettent d'adresser les acteurs de l'entreprise sur un pied d'égalité. Et ça permet aussi des discussions, des régénérations de ce qui fait solidarité dans l'organisation qui dépasse le statut hiérarchique qui a pu être inscrit par l'institution et par son passé. Et donc, quand tu me dis c'est qui les publics aujourd'hui, c'est les parties prenantes d'un patrimoine industriel comme étant des gens qui sont capables d'impacter ou d'être impactés dans leur travail par l'existence d'un patrimoine industriel. Et ça, que vous soyez l'héritier d'une famille fondatrice ou que vous soyez opérateur, compagnon aéronautique et ainsi de suite, vous êtes partie prenante de ça. Et donc, pour moi, les publics qu'adresse la stratégie d'héritage, c'est tous ces publics d'acteurs partie prenante. Et pour le coup, c'est un terrain de jeu très stimulant sur qu'est-ce qui fait collectif dans l'entreprise aujourd'hui et qu'est-ce qui fait rôle de l'entreprise dans un réseau d'industriels et d'acteurs.
Parce que vous l'avez vu, c'est du coup, tu peux avoir des activités de public au niveau de la filière, tu peux avoir un public territorial, tu peux cibler un réseau professionnel. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un instrument qui désigne des publics et qui te permet d'avoir des stratégies à la fois singulières pour les différents publics et coordonnées. Il nous reste 10 minutes. Donc on va... Ouais. Oui, ouais. 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 En fait, pour moi, c'est surtout, on est en train de désigner un nouveau métier. On est en train de désigner un nouveau métier, des nouvelles fonctions dans l'organisation. C'est-à-dire, ce qu'expliquait Gilles sur le marketing de marque, c'est hyper complexe. Là, les organisations dont je parle, elles sont capables d'adresser une connaissance client et des marchés internationaux avec une vraie diversité de ce que c'est la compréhension d'une mécanique. Je veux dire, aujourd'hui, travailler chez Airbus, c'est avoir une capacité à comprendre des acheteurs en B2B, où il y a très très peu d'acteurs. Il faut être super... c'est des métiers, c'est des dizaines de personnes qui sont juste là pour essayer de comprendre c'est quoi le bon public vis-à-vis de la création d'un futur Airbus. On est sur des gens où on a professionnalisé, on a mis des structures d'expertise. Et donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui, on devrait se dire c'est pas atteignable. Non, c'est un vrai chantier avec des responsabilités, de l'investissement à faire, de la formation à créer, des structures organisationnelles à développer. Et pour moi, en premier lieu, montrer qu'on peut avoir des outils de gestion à impact sur les décisions d'investissement dans les organisations. Et une fois qu'on a ce nerf de la guerre là, on va avoir les métiers qui vont suivre, les organisations et ainsi de suite. Parce que ça impacte les trajectoires collectives. Mais franchement, là, les sujets dont on parle, tout le monde est conscient que aujourd'hui, je pense que les dirigeants font partie des gens les plus informés sur le fait qu'il va y avoir des transformations importantes des structures d'entreprise et de la compétition internationale. Et Ouais. Ouais. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il faut faire la différence entre être conscient qu'il y a un enjeu. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous conscients qu'il y a un enjeu. Et l'action. Voilà. C'est le fait de mettre en action. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il y a un enjeu. Et en fait, pour moi, une des choses qui est importante dans le travail qu'on mène, c'est que comme on a toutes les lignes hiérarchiques, on voit à quel point la tête et la base sont aujourd'hui les gens qui ont le plus de capacité d'action. Ceux qui sont vraiment en tension vis-à-vis de ces questions-là, c'est le management intermédiaire. Où, pour le coup, ils ont à la fois une information et une vraie incapacité d'action. Et donc, les populations, le fait que les dirigeants aujourd'hui ne mettent pas en œuvre un certain nombre de choses sont liés à des freins cognitifs et sociaux qui sont parfois différents, entre autres le fait qu'ils ne sont pas valorisés sur leur action sur le temps long. Et aujourd'hui, on a plutôt des travaux avec des conseils d'administration et ainsi de suite sur comment mettre en place des valorisations d'actions au niveau des directions générales qui valorisent le respect du patrimoine et surtout des actions de transformation, de patrimonialisation. Alors là, je renvoie bien sûr à tous les travaux de la CRTE chez nous sur l'entreprise à mission et ces questions-là. Mais aujourd'hui, les travaux que je vous ai présentés contribuent aussi à ces questions-là parce que les actionnaires, on a de plus en plus d'actionnaires engagés, militants, qui disent il y a une défense à faire d'un certain nombre d'axes
qui rentrent dans la notion de patrimoine. Compétitivité, souveraineté, défense du sens du travail, autonomie des collaborateurs, élargissement des parties prenantes. Il y en a plein. Hein. Merci. De Dominique. Ça va être très rapide parce que tu as parlé des experts, évidemment, qui sont là-dedans, mais à partir d'une certaine taille d'entreprise, il peut y avoir des réseaux d'experts. Ouais. Qui justement, au moins dans des entreprises que je connais, sont ceux qui pallient les difficultés du management qui ne peut pas se libérer parce que dans son contrat d'objectif, de toute façon, il est lié à un truc et généralement, il n'arrive pas à en sortir. Donc ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et qui me perturbe par rapport à tout ce que j'ai pu faire ces dernières années, c'est qu'on a immergé là-dedans depuis longtemps, l'aspect du CK, qui est un langage commun, indépendant des métiers et des expertises, justement pour permettre aux gens des métiers et des expertises de prendre du recul. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu montres que ça peut aussi avoir un intérêt dans l'autre sens, de dire comment est-ce que ça peut permettre justement de retrouver une autre forme de langage métier qui n'est plus le langage métier de défense et illustration du métier d'il y a 20 ans ou 30 ans, mais d'un métier un petit peu nouveau. Alors je trouvais ça très intéressant parce que ça lutte dans pas mal d'entreprises, comme tu dis, le haut comprend, mais lui aussi est lié. Hein. Les entreprises, moi la question quand tu disais oui, les entreprises qui ont découplé la stratégie industrielle, tu sais dans quelles entreprises j'ai été. On a perdu le contrôle de notre devenir. Et je parle de RATP et SNCF. J'ai quand même été 40 ans. Aujourd'hui, ce sont des entreprises où le taux de sous-traitance, à l'ingénierie SNCF, c'est plus de 30%. On voit aujourd'hui des domaines sur lesquels ce n'est plus l'interne qui définit. Le matériel roulant, on a tué les équipes de conception. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les seuls endroits où se recrée une patrimonialisation mais non instrumentée, je trouve très intéressant l'instrumentation qu'il y a là, c'est dans les réseaux d'experts. Parce que là, tu as les gens qui, dans les réunions, on leur dit bon, tes trucs d'il y a 25 ans, les vieux trucs, on n'en a rien à faire. Sauf que si eux ne gardent pas cette continuité, elle disparaît et après, on voit apparaître des choses où finalement, sous prétexte de changer, on s'aperçoit que finalement, à l'arrivée, on perd du fric et la performance. Quoi. Ouais. Donc, je trouve très intéressant le fait de l'instrumenter, ça sera respecté par des fonctions support, mais il restera quand même cette question du découplage stratégique et industriel où des entreprises ont vraiment perdu la maîtrise de leur devenir. Et la question sous-jacente, c'est quel est le taux en fait, si tu veux... il y a un taux de sous-traitance au-delà duquel on sait que, de toute façon, pour revenir dans le jeu et reprendre la maîtrise, c'est une nouvelle génération et c'est du temps. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même tout un tas d'interactions avec des acteurs qui se disent ça veut dire quoi revenir dans le jeu. Et alors, l'exemple que j'avais en tête, moi, c'est plutôt aujourd'hui tout ce qui est filière textile. Et où il y a eu un vrai découplage historique de la conception et de la fabrication. Et où aujourd'hui se pose vraiment la question de ça veut dire quoi avoir des filières textiles responsables, d'où le nom d'une chaire qui est entre Dauphine ici avec Colette et Cédric Dalmasso aux mines et l'ENSAD d'ailleurs. Et où en fait cette question elle est... Et je pense que la question que tu poses rejoint déjà celle de Daniel, qui est de se dire en fait, il y a eu toute une logique de construction de la puissance des entreprises occidentales sur une puissance de l'expertise scientifique et technique, et qui est entre autres issue d'un patrimoine industriel scientifique, en particulier en France, autour de la figure de l'ingénieur et des organisations de l'ingénierie. Et tu as raison de le rappeler, elle est là, elle est présente, et ainsi de suite. Mais de la même façon qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de travaux pour revaloriser une sorte d'histoire oubliée d'autres acteurs qui ont eu un impact important sur l'industrialisation contemporaine, le travail que je soutiens là est une rupture paradigmatique importante sur le fait que les entreprises peuvent, et voire même, là c'est mon discours, doivent avoir un langage de la singularité pour faire exister un collectif qui a du sens dans la durée. Mais il y a aujourd'hui tout un tas d'entreprises qui considèrent que leur objectif n'est pas de s'installer dans le temps. Et donc, la question que...
Est-ce que c'est leurs dirigeants? Est-ce que c'est les politiques publiques qui amènent à des reconfigurations des systèmes de transport, pour parler de ton cas? Mais en fait, aujourd'hui, vraiment, j'insiste, les points qu'on pose sortent des réseaux d'acteurs propres de l'entreprise pour amener tout un tas d'autres acteurs qui peuvent être prescripteurs sur l'avenir et la soutenabilité de ces collectifs. Et il faut vraiment avoir en tête que la durée de vie des grandes entreprises réduit, et c'est aujourd'hui démontré par tout un tas de travaux économiques, et qu'il y a tout un tas d'acteurs pour lesquels l'enjeu collectif n'est pas l'établissement dans le temps d'un collectif identitairement singulier. L'approche par les patrimoines industriels, elle consiste à dire on peut avoir cette approche-là pour être armé d'une façon spécifique en tant que collectif face aux transitions. Moi, ce que je défends, c'est nous voyons que cette approche-là est une des voies possibles pour développer des capacités d'action et de coordination importantes, solidaires, face à l'inconnu. C'est mon point. C'est pas très éloigné d'un langage conceptif. Il y a beaucoup de ponts sur ça veut dire quoi avoir un concept d'inconnu désirable, interprétable, actionnable par tout un tas d'acteurs qui vont avoir des rôles et des capacités de contribution très très différentes du collaborateur, manager, dirigeant, actionnaire.